de soleil parfaitement pour la météo d'aujourd'hui. Merci d'être en studio avec nous. Écoute, on ne lâche pas, nous, ici. La technique, ça ne m'arrêtera pas parce que tu as accepté d'emblée de venir parler d'un sujet que peu connaissent, peut-être eux qui nous écoutent. Puis j'ai envie d'en parler parce que prenons ça à la légère, OK? Là, on vous dit pas que vous êtes obligé de nous croire. Hein? On s'entend, même s'il y a quand même des fondements scientifiques. Les impacts scientifiques n'ont pas été quand même nécessairement 100% baqués, mais il y a quand même des corrélations. Premièrement, enchantée, présente-toi parce que Mélissa, tu es plus que une spécialiste du sujet que tu vas nous parler aujourd'hui. Tu m'as parlé un peu de ton passé qui m'a jeté un peu en bas de ma chaise, que je n'étais pas du tout au courant. En plus, faut croire, peut-être je le savais, je te suivais déjà ces réseaux. Ça, c'est vraiment drôle. C'est parfait. Oui, mon nom, c'est Mélissa Paradis. Le Québec me connaît parce que avant j'étais paparazzi et je photographiais les plus grandes stars hollywoodiennes. Donc, à un certain point, j'ai eu un éveil spirituel où est-ce qu'on m'a enseigné c'est quoi l'énergie. Et malheureusement, j'ai dû accepter ma propre lumière et arrêter de projeter la lumière aux autres. Donc, je suis embarquée comme dans un cheminement intense. Fait que là, t'arrives quand même... Écoute, premièrement, je savais même pas qu'il y avait tant de paparazzi au Québec. Et là, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas pour ça que je t'ai invité, mais je m'excuse, on peut pas faire passer à côté de ça. C'est quand même assez, c'est quand même assez gros comme vie. Ça devait être assez, je veux pas dire violent, mais ça devait être assez intense. Est-ce que tu faisais ça à Montréal, Toronto? Au fond, j'étais paparazzi, donc je couvrais tout. Les stars hollywoodiennes, toutes les histoires qui pouvaient arriver. Il y a seulement 3 paparazzis au Canada. Il y en avait un à Vancouver, un à Montréal, qui était moi, et un à Toronto. Donc, on n'est pas beaucoup, mais on couvre... par la suite, il y en a eu d'autres qui ont surgi au cours des années. Mais moi, j'ai fait ça pendant 13 ans de ma carrière. Donc, j'avais même une émission de télé à VRAC Télé avant. Donc, pour montrer l'envers des décors à Hollywood, pour que les gens comprennent un peu plus cette industrie-là, puis qu'ils peuvent faire leur propre conclusion à ma perception de l'angle dans laquelle je vivais. Je me trompe peut-être, là, je te connais pas vraiment, là. En fait, je te connais pas du tout. Je me suis connectée à toi, la vie a fait ainsi. Mais je me pose la question, j'ai l'impression que tu étais une bonne paparazzi. J'ai pas l'impression que tu étais une qui manquait de respect parce que veux pas, le meilleur qui le représente, veut pas parce que c'est un des plus suivis, c'est Justin Bieber. Des fois, il fait comme, hey guys, pouvez-vous juste comme, je peux-tu vivre ma vie? Tu sais, il était comme des fois vraiment poli, puis il essaie juste de dire, laissez-moi un peu tranquille. J'ai l'impression que toi, est-ce que, parce que tu as dit, bon, j'ai décidé de changer la lumière vers moi, mais je la mettais vers les autres, est-ce que tu étais considérée comme une paparazzi gentille? Oui, j'ai souvent manqué comme des gros montants d'argent à 50 000 et plus, là, parce que j'ai été gentille avec la vedette. Mais moi, je bâtissais ma relation avec les gens au lieu... de manquer de respect. Pour moi, c'était plus important de bâtir une relation avec des personnes. Donc oui, j'ai souvent, à cause de mes valeurs, j'ai souvent manqué des gros montants d'argent, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Très intéressant. Alors, de paparazzi, on passe complètement sur une autre donnée parce que moi, c'est important. Je vais vous expliquer, les gens, OK? Je sais pas comment vous vous êtes sentis la semaine passée, mais moi, si je me trompe pas, c'est jeudi, parce que, excusez, c'est mêlant, là. Le 24 juin, c'était samedi dans ma tête. Donc, on oublie le 24 quand tout le monde est en congé. Le 25, j'étais allée m'entraîner au gym. Faire quelque chose que je suis habituée de faire. Zéro énergie. Mais tu sais, tellement que j'en ai fait une story, il y a des gens qui m'ont remercié de l'avoir partagé parce qu'ils m'ont dit, moi aussi, tu sais, parce que j'ai parlé des hormones, parce que je me dis, ça doit être hormonal. Et là, les auditeurs, c'est pour ça qu'on parle avec Mélissa aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec l'idée que... Parce que j'avais arrêté de regarder ça, parce que ça me tombait ses nerfs, les résonances Schumann. Tu vas voir pourquoi, mais ça... Il y a trop du monde qui s'accrochait à ça. Je vais pas bien aujourd'hui, ça doit être les résonances. J'étais comme, excuse-moi, là, c'est trop lourd, j'ai tassé ça de ma vie. Quelqu'un m'a écrit, Priscilla, tout le monde était très faible le jeudi passé parce qu'il y a eu quelque chose avec les résonances Schumann. J'ai dit, tableau. Fait que là, j'ai cherché des gens à qui n'en parler pour qu'ils puissent venir à la radio nous expliquer c'est quoi. Alors, merci. Parfait. Alors, c'est pour ça que tu es là, ma chère. Oui, bien, la résonance Schumann, l'affaire, c'est que c'est vraiment scientifique. Mais moi, dans mon cheminement, je suis nulle en science. Je suis purement énergie. Fait que moi, je suis purement dans mon ressenti.
Au fond, puis pour ceux qui sont curieux, là, la résonance Schumann, c'est les gens qui sont empathes à la base, donc qui vivent dans leur cœur. Les empathes vont ressentir beaucoup plus l'énergie de la Terre. Vous comprenez? Donc, oui. Fait que, si tu es un empathe, tu vas ressentir beaucoup plus l'énergie que la Terre elle émane. Et la résonance Schumann calcule ça. Donc, c'est l'énergie entre la Terre et l'ionosphère. Il y a des éclairs sur la Terre qui se fait et c'est calculé sur la charte qui est en Russie. Donc, c'est à l'heure de la Russie. Mais j'ai réalisé assez rapidement, ça fait 4 ans que je suis ça. Puis l'année passée, j'ai réalisé qu'il n'y a pas personne qui le traduisait en français sur les réseaux sociaux, dont TikTok. Donc, j'ai fait, tu sais quoi, je vais l'expliquer en français parce que je pense pas que les gens comprennent l'ampleur des choses. Ça a parti de mon beau-père spécialement, que mon beau-père, lui, il avait des gros étourdissements. Il est allé à l'urgence, à l'hôpital, plusieurs jours, plusieurs fois. Puis à chaque fois qu'il me disait « je suis à l'urgence pour les étourdissements », je dis « ben c'est normal, la résonance Schumann, elle a spiké, puis c'est blanc. C'est extrêmement beaucoup d'énergie, tu sais, en ce moment. » Puis il comprenait pas ça, il était pas ouvert à ça, mais je comprends. Puis je comprends que c'est pas dans les nouvelles, c'est pas annoncé, les gens en parlent pas. Je comprends qu'à la météo, sur la chaîne de télé météo, on n'en parle pas non plus nécessairement. Mais moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer à en parler au Québec, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Puis peut-être ça va amener... les gens vont pouvoir regarder avec eux-mêmes et la charte à chaque jour, puis faire un comparatif de comment tu t'es ressenti pendant que cette énergie-là, elle a spiké. Exemple. C'est pour ça que je trouvais ça pertinent parce que je l'ai vécu encore. Puis je serais curieuse parce que là, ton but, puis merci d'être là, c'est que tu vas nous faire des météos Schumann pour les 3 prochaines semaines dans le show du retour du remplacement pour peut-être aider les gens à voir, ben finalement, c'est pas moi, c'est pas le beau-frère qui m'a épuisé, j'ai pas mal dormi. Il y a quelque chose en dehors de mon contrôle qui me fait sentir de même. Puis encore là, prenez ça avec un grain de sel, là. C'est une information supplémentaire qu'on vous donne gratuitement. OK? Alors, on va l'accueillir. Alors, parce que... c'est à des fins d'entertainment seulement. Hein? Va voir ton médecin, va consulter. Moi, je suis pas là pour te diagnostiquer. Je suis juste là pour dire, regarde la charte. Et toi, prends ta conclusion. J'adore ça. Puis, tu sais, tant qu'à ça, si c'est pour le plaisir seulement, on va... Alors, amusons-nous à nous faire dire quelles seraient les résonances Schumann à venir dans la semaine. Parce que, Dieu du ciel, qu'on a remarqué que le ciel, justement, est assez particulier dans les derniers mois. Il y a toujours un mélange de nuages que je ne reconnais jamais les noms. Le soleil est là, le soleil n'est pas là. Parce que veux pas, ça a l'air que les résonances Schumann, ils sont un peu impactés par la météo ou le soleil. Alors, dis-nous à quoi qu'on s'attend. Parce que là, tu nous as fait un peu la présentation, qu'est-ce qu'étaient les résonances Schumann. Le temps file à grande vitesse. Tu vas revenir sur le show. Et là, je veux que tu nous parles de la météo hebdomadaire à venir avec les résonances Schumann. Fait que la résonance Schumann, elle se produit vraiment sur le moment. Fait que ça nous invite vraiment à vivre plus dans l'instant présent, dans le moment. À chaque jour, je fais une résonance Schumann, donc la charte. Je vous montre la charte qui s'est passée hier, malheureusement, mais de là, vous pouvez faire un comparatif de comment vous êtes senti à tel moment. En ce moment, aujourd'hui, dans la résonance Schumann, on a beaucoup libéré. Hier, moi, ma question là, pour les auditeurs. Hier, à minuit, est-ce que vous êtes capable de dormir? Est-ce que vous dormiez, vous êtes réveillé? Parce qu'il y a eu une grande spike énergétique qui s'est produite de chakra, la couronne, jusqu'à la racine. Puis ça a tombé direct. Puis assez rapidement, puis c'est suivi avec beaucoup de relâchement en même temps. Donc, est-ce que vous avez senti des parties de votre corps qui relâchaient? Premièrement, moi, ce que je peux te dire, c'est que malheureusement, je devais être dans le sommeil profond parce que je me suis couchée vers 11 heures. Mais sache que ce matin, je me suis réveillée tellement paisible, avec même si j'ai plein de stress dans mes versages, je me sentais une autre personne. Puis là, on parle beaucoup de la pleine lune, on parle aussi. D'ailleurs, demain, je vais recevoir quelqu'un qui va nous parler plus de l'astrologie et tout ça. Mais je me suis sentie vraiment apaisée. Puis moi, je te reposerai la question. Je sais pas les auditeurs comment ils se sont sentis hier, mais moi, hier matin, ça allait vraiment pas bien. J'étais super étourdie, j'étais vraiment fatiguée. Puis j'étais comme à mon chum, je t'aboute. Comment ça, j'étais encore fatiguée? Est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à ça ou il y a juste eu un pic à minuit? Je me rappelle plus exactement de la charte d'avant-hier, honnêtement, parce que je ne vais pas là. Mais je sais qu'il y a une autre charte en Russie, en Italie, qui s'appelle la Kumiana. Puis la Kumiana, no joke, là, ça fait 5-6 jours qu'elle fait de la purge. Elle monte jusqu'à 100 Hz.
Donc, elle va vraiment au maximum. C'est pas genre des petits rumbles, genre... Non, ça spike au complet. Puis hier, spécialement, toute la journée, ça a été steady toute la journée. Puis ça apporte beaucoup de... Des fois, ça apporte de la frustration. Ça apporte de l'agressivité. Ça apporte genre, parle-moi pas aujourd'hui. Je suis pas dans l'humeur. Tu comprends? Ma co-host, elle vient d'être arrivée, puis je vais la mettre à l'écran. Écoute, elle crispe du visage, là, parce qu'elle a l'air d'être vraiment d'accord avec toi, là. Parfait. Continue, Mélissa. Ça t'apprend à avoir beaucoup plus de compassion avec toi-même, tu sais, ou à t'aimer davantage, ou à être plus doux avec toi-même. Donc, quand la Kumiana, elle spike, elle m'annonce qu'il y a des émotions intérieures. Fait que c'est pas la terre, mère, c'est vraiment dans toi. Ça t'irrite. C'est super intéressant. Ça s'est produit pour toi? Ben, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est ma personnalité, mais j'ai l'impression que finalement, parce que c'est sûr, moi, je suis une empathie. C'est sûr, moi, exemple, je vais voir une ambulance, il faut que je me ferme les yeux, il faut pas que je regarde parce que je suis hyper réactive. Je me connecte beaucoup aux gens. Alors, c'est sûr. Fait que si vous avez des enfants, des fois, qui sont très sensibles, peut-être que les gens vont reconnaître leur comportement d'enfant. Elle lève sa main. J'ai une question. Vas-y. J'ai une invitation, au fond. La prochaine fois que tu vois une ambulance, fais une prière. Ouais, OK. Enveloppe l'ambulance de la flamme violette. Parce que c'est fou comment c'est puissant de prier pour une ambulance. L'assistance qui apparaît, ça change la personne qui est dans l'ambulance, son expérience. Très, très, très bonne idée. Merci de ton cue. Je serais curieuse, Lamia. Bon après-midi. Je veux dire, je suis habituée d'être là le matin. Dis-moi donc, Lamia, est-ce que toi, tu as ressenti, parce qu'on est deux personnalités très différentes, fait que ça va être intéressant de savoir si on la questionne, comment ça a été, toi, hier? Déjà, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Bonjour, Lamia. OK. Oui, j'ai fait les grands yeux parce que cette semaine, il y a comme plusieurs choses dans le contexte qu'il faut que je mette. Je vais être rapide. C'est la semaine où les enfants sont en vacances et je me suis trouvée particulièrement horrible. Insupportable, mais vraiment moi-même insupportable, à crier. Même mon conjoint, il m'a dit pourquoi tu cries dès le matin là, et toute la semaine. Donc je me suis dit c'est parce que j'ai les enfants toute la semaine avec moi, mais mes enfants ils sont quand même grands là, ils ont presque 15 et 11 et je me suis sentie surstimulée toute la semaine et sur les nerfs toute la semaine. Et ce matin, je me suis dit, OK, là, Lamia, tu vas faire la méditation, puis tu vas te détendre un peu, parce que tu peux pas encore endurer comme ça. Donc, je sais pas si c'est en lien, mais en tout cas, la semaine dernière a vraiment été difficile. Je me suis pas vraiment reconnue, là. Je me suis dit, mégère en puissance, quoi. Mais tu sais, parce que c'est tellement drôle, puis on est en vidéo appel en ce moment, mais on est à la radio, mais moi je vous vois présentement. Puis Priscilla, elle vit dans son cœur. Toi, Lamia, l'affaire, c'est qu'elle était tellement puissante, puis peut-être je vais en perdre une couple, là, mais t'es tellement puissante dans tes émotions, toi. Genre, t'es connectée à la terre, là, puis l'invitation, c'est de monter cette énergie-là, parce que directement, quand je t'ai vue, je me suis enracinée, puis genre, toutes mes jambes sont comme... Fait que toi, c'est tes émotions, fait que le mot, c'est de conjurer ton émotion, créer ton espace, puis aller, genre... Rah! C'est un peu comme la lionne, ça te demande de, genre, éclater pour le changement complet. Parce qu'on est tous uniques sur la Terre. Puis on est tous ici pour faire des missions complètement différentes, tu comprends? Fait que toi, c'est ton invitation, puis peut-être c'est pour ça que tu la ressens plus que d'habitude, mais de pouvoir naviguer ces émotions-là dans une direction précise va être vraiment bénéfique pour ton cheminement. Est-ce que tu peux donner une astuce? Te suivre premièrement, parce que tu reviens la semaine prochaine, de toute façon, on se revoit encore à 15h20 le lundi, parce que je te parlerai des heures. Il faut aller te suivre à quel endroit sur le réseau pour que les gens puissent consulter les fameuses résonances Schumann et sûrement d'autres contenus qui pourraient être aidés pour eux. Sur TikTok, c'est Sultana Paradis. Sultana, c'est mon deuxième nom. Oui. Donc, Sultana Paradis sur TikTok. Sur Facebook, mon nom, c'est Mélissa Paradis. Et sur Instagram, Mélissa Sultana Paradis. Donc, vous choisissez la plateforme. Je pense que tu es assez facile à retrouver. Merci beaucoup d'avoir joint l'aventure du fameux show dans le retour. Ça me fait un grand plaisir de t'accueillir à bras ouverts. Merci pour tout ça. Puis, en espérant que les résonances Schumann pour les jours à venir, on le sait pas parce que c'est quotidien. C'est ça, tu dis, on les sait. Puis ça donnerait plus des explications à comment on s'est senti. Donc, des fois, c'est ça. On s'y réfère le lendemain pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé la veille. Exactement. Oui, puis merci beaucoup pour votre ouverture, honnêtement. Juste le fait d'avoir écouté,
je vous inviterais que si vous ressentez des grosses émotions ou des énergies qui sont... Tu sais, parce que tu peux être étourdi, tu peux avoir des maux de tête. Donc, d'aller regarder la charte juste pour regarder avec toi, ça pourrait t'éclaircir. Mon conseil, c'est hydratez-vous. Prenez des électrolytes pour vous hydrater puis pour que l'énergie circule mieux en vous. Wow. Puis ne pas la consulter, mais pas devenir une béquille non plus. C'est un outil et non une béquille Exact. parce que je suis de même parce que à cause de non, tu sais. Fait que c'est un outil. Fait que on prend ça avec un grain de sel, on s'est amusé avec nul autre que Mélissa Sultana Paradis parce que nous autres on prend pas ça au sérieux tout le temps, mais avec sérieux parce qu'on a parlé de la météo et de la résonance Schumann pour comprendre comment tu te sens par rapport au pic magnétique de la Terre. Merci beaucoup Mélissa, on se revoit la semaine prochaine. Je te fais quitter le studio, mais tu peux rester avec nous si tu veux nous écouter. Bye bye. Alors, Lamia, tu m'es arrivé avec un sujet vraiment intéressant. Oui. On va avoir une courte chronique aujourd'hui. Alors, si tu peux condenser ça parce qu'on est tout un peu en retard grâce au magnifique trafic qui nous fait passer plus de temps ensemble, tout le monde à la maison et en auto. Alors, dis-moi, tu voulais parler de procrastination. Oui. Oui, parce que je suis une experte dans ce domaine. Et je me suis dit, j'espère et je pense ne pas être la seule. Je pense à mon conjoint aussi, qui est un grand procrastinateur. Donc, on est un couple de procrastinateurs. Donc, je voulais partager un petit peu, remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce qu'est la procrastination. Puis aussi, l'objectif, toujours, c'est de donner des outils, comment on essaye de passer à travers ça. Je ne sais pas combien de minutes j'ai, mais procrastiner, littéralement en latin, ça veut dire remettre à demain. Bon, on ne peut pas faire plus clair. Et à demain, c'est encore gentil parce que des fois, c'est à des semaines, à des mois, peu importe. Moi, ma force dans la procrastination, c'est la procrastination administrative et ménagère. Alors, les gens qui, mettons, il y en a ici, puis il y a quelqu'un, je ne sais pas, je peux le nommer, je pense que c'est Chico, il dit à la radio, il y a une phobie d'ouvrir le courrier. Moi, j'avais une mère comme ça. Ma mère n'ouvrait pas les factures, n'ouvrait pas les enveloppes. Ça doit faire partie d'une phobie, je ne sais pas, mais c'est un type de procrastination. Oui, mais il y a comme différents niveaux là, de procrastination. Il y a la procrastination où tu vas rater des opportunités, puis tu vas être vraiment dans des situations extrêmes parce que justement, tu n'as pas payé de facture et tout. Moi, je ne suis pas rendue là. Moi, je suis la procrastinatrice deadline. C'est-à-dire que je procrastine énormément jusqu'à ce que j'ai une deadline. Puis là, quand j'ai une deadline, bizarrement, je peux devenir extrêmement performante. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Il y a sûrement beaucoup d'auditeurs parce que moi, je me rappelle très bien que là, on vient de finir l'année scolaire. Combien d'enfants qui ont un petit sprint à la 4e étape puis qui n'ont rien fait les 3 premières? Moi, je lève ma main. Là. Alors, à l'école, moi, j'étais quand même élève régulière parce que j'avais trop peur d'avoir des mauvaises notes. Donc ça, c'est autre chose. Mais je me souviens, rendue à l'université, tout ça, je faisais vraiment partie des élèves qui remettaient les devoirs à la dernière minute. Jamais en retard ou extrêmement rarement, mais toujours à la dernière minute. Okay. Mais j'ai réussi à naviguer à travers ça, ma scolarité. Donc, exemple, les impôts. Par exemple, je pense que là, ça va parler à plein de personnes. Moi, je suis vraiment une personne qui va contacter, parce que moi, j'ai la chance d'avoir une comptable. Je vais la contacter un peu à la dernière minute, déjà d'une. Et surtout, j'ai tout plein de papiers à lui préparer. Et comme je suis quelqu'un qui procrastine, l'administratif, c'est-à-dire que moi, c'est tout en quelques semaines que je dois rassembler tous mes papiers de l'année, surtout que là, j'étais employée et avec mon entreprise. Donc, autant vous dire que j'avais plein de choses. Donc là, ce que je suis censée faire durant l'année, je dois le faire juste en quelques semaines et ça me prend des heures et des heures et des heures à faire. Et comme j'ai une deadline avec la comptable, elle me dit « je voudrais avoir ces documents d'ici vendredi », et bien là, je suis capable de livrer tout d'ici vendredi, quitte à ce que je y passe 3 heures, 6 heures, mes soirées juste avant la deadline. Donc, j'espère que je ne suis pas la seule. Mais je vais aller chercher des statistiques parce que pour vrai, là, moi, je suis entrepreneur, là, puis j'en connais une couple que les taxes sont tout le temps dues à la dernière minute. C'est un exemple de beaucoup de personnes. Êtes-vous prêts? Roulement de tambour, les statistiques officielles indiquent que le taux de... Pourquoi vaccination? J'ai marqué quel pourcentage de gens sont à jour dans leur papier. Franchement, ils me parlent de passeport vaccinal. J'ai marqué papier, impôt. Hey, je peux pas croire. Alors, on va chercher quelque chose de plus pertinent. Bon. Aussi au travail. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur des... Est-ce que tu as l'info? Non, il ne comprend pas. Continue. Okay. Au travail, moi, je suis un peu comme ça, moins fort au travail, mais admettons, j'ai une deadline qui est dans assez longtemps. Et je sais que ce que je suis censée faire, ça va quand même me prendre du temps. Je vais toujours attendre la dernière minute
pour rendre le projet qui est censé le rendre, que je suis censée rendre. Puis j'ai regardé un petit peu d'où ça pouvait venir, parce que je me dis, il doit y avoir une explication. Alors, il n'y a pas une explication universelle, mais un petit peu des petites clés pour les personnes. Ça vient possiblement de la régulation émotionnelle, c'est-à-dire que nous, on va associer certaines tâches, donc administratives, ménage, certaines choses, à une émotion désagréable. La peur de l'échec, la honte, bref, peu importe. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, parce que la procrastination, comme en anglais, on appelle ça la busy procrastination, on va trouver plein d'autres choses à faire. Parce que être procrastiné, ça ne veut pas dire être feignant. Mais c'est ça qui arrive, c'est que la procrastination n'est pas nécessairement quelqu'un de paresseux. Non. Puis c'est intéressant, tu dis que c'est relié aux émotions, parce que j'avais été regarder aussi... le mot procrastination, ça vient du latin. Ça a été apparu dans les années 1520. Puis ça veut dire ajournement, délai. C'est ça. Ouais, remettre à demain. Ouais. Puis après ça, dans les années plus loin, il est en anglais, la première attestation remonte aux années 1540, 20 ans plus tard. Procrastination, pour la construction du mot, il vient du latin procrastinar, un pro en avant. Appartient à demain. Qui appartient à demain. Ça veut dire c'est comme en avant, mais demain. En avant, mais demain. Ouais. C'est comme la carotte au bout du fil. C'est littéralement remettre à demain, c'est ça. Seigneur. Ouais. Donc, il y a cette phase aussi de je peux faire 15 000 choses différentes au lieu de faire la tâche que je suis censée faire. C'est la procrastination, c'est vraiment ça. Puis j'ai 1 milliard d'exemples en tête pour plein de personnes dans mon entourage. Mon conjoint et moi, on est vraiment très bons là-dedans. Mais on arrive toujours à nos fins au final parce qu'à un moment donné, on se motive ou on a comme cette pression qui arrive. Et donc, un des avantages des procrastinateurs, en fait, c'est même pas un avantage, c'est une force qu'on n'a pas le choix d'avoir, c'est que quand on procrastine, on n'a pas le choix de performer sous pression. Oui. Donc, on est des performeurs sous pression, ce qui n'est pas, encore une fois, la meilleure méthode, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, malheureusement ou heureusement. Puis ça, je le dis vraiment sans jugement, c'est juste comprendre notre mécanisme et notre fonctionnement pour aussi arrêter de culpabiliser puis de se dire « Oh, je suis nulle » ou « J'y arrive pas ». Ouais, mais en fait, c'est possiblement notre mode de fonctionnement. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est les neuroatypies peuvent être concernées aussi par la procrastination. Puis, je ne suis pas une spécialiste en santé mentale, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu regarder un petit peu, c'est que les neuroatypies peuvent être concernées par la procrastination TDA. Encore une fois, parce qu'on est dans la régulation émotionnelle, l'autisme, les personnes à haut potentiel. Dès qu'en fait, on associe une tâche à de l'ennui, tout ce qui est répétitif, ennuyeux, donc moi, clairement, l'administratif ou choses comme ça, eh ben, on repousse cette tâche et puis des fois, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, c'est vraiment ce bout-là. Oh là, ça va me prendre un temps fou parce que c'est extrêmement difficile. Je risque de ne pas y arriver, donc je préfère attendre la dernière minute parce que quand ce sera la dernière minute, tu n'auras pas le choix d'avoir l'énergie de... Exactement. Défaire les bagages, moi, ça peut me prendre une éternité. Ouais. Alors, je vais donner une astuce que j'ai appris dans un livre dernièrement. Après ça, je veux que tu me donnes aussi une astuce parce qu'après ça, on va devoir procéder tout de suite avec notre super invité qui nous attend. J'ai Mel Robbins. Je pensais que j'avais lu son livre, mais pas du tout. Let Them Theory, qui finalement, le début, l'introduction est complètement... je tombe en bas de ma chaise. J'ai envie de faire encore comme François Pérusse. Tomber en bas de ma chaise. Elle dit que dans le fond, elle a été en grande dépression. Elle a la misère à sortir du livre. Fait que juste, le truc, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Elle, ça l'a sortie de sa dépression et elle en a fait des conférences. Fait que je vous donne l'astuce. S'il faut que tu vides le lave-vaisselle, s'il faut que tu fasses tes factures, il faut que tu vides ta valise, que tu aies passé à la tondeuse, tu te dis à ton cerveau, après le décompte, je passe à l'action et tu es obligé dans les 5 prochaines secondes de passer à l'action et je te jure, ça fonctionne. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, passe à l'action dans les 5 secondes et tu vas pouvoir peut-être calmer ta procrastination. Toi, qu'est-ce que tu auras à dire, Lamia? Moi, j'ai les profils sprinter et marathonien. Ça, c'est un peu mon analyse. Moi, je suis un sprinter, j'ai sûr. Alors, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont très bons dans les tâches longues, sur des projets longs. Moi, je m'épuise et ça me fatigue. Donc, moi, je suis vraiment aussi une sprinteuse. J'aime faire des tâches, aller vite et pas m'étaler sur des heures et des jours sur des projets. Donc, avoir confiance de quel type de profil on est aussi. Puis ça, c'est vraiment plus mon expérience personnelle. Il n'y a pas aucune donnée scientifique derrière ça, mais je vous amène à vous poser la question. Loi de Parkinson aussi, juste pour... je ne sais pas si vous connaissez, c'est plus on a de temps pour faire une tâche, plus on va prendre ce temps pour faire cette tâche. Ça, c'est... Et moi, je suis clairement là-dessus. Mais pour revenir aux outils, moi, j'essaye de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas universel, mais moi, ce qui fonctionne sur moi, ça va paraître très bête, mais c'est la to-do list.
To-do list écrite. Pas dans sur un cellulaire, téléphone, pas. c'est ça. Moi, les trucs sur ordinateur, ça ne fonctionne pas. Pour ça, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc, to-do list, j'écris. J'écris tout ce que je dois faire. Est-ce que c'est sur la semaine? D'ici la fin de la semaine, qu'est-ce que je veux vraiment avoir fait? Des fois, je me fais un système de couleurs. Ça, je le fais beaucoup pour le travail. Je fais ça beaucoup pour le travail parce que en ressources humaines, on a des dossiers urgents à faire, tout ça. Et donc, en fait, je me soulignais par couleur parce que ça, c'est urgent. L'autre affaire, c'est tout ce qui est une routine, mais flexible pour ma part. C'est-à-dire que dans ma journée, il faut que j'ai fait certaines choses, mais ne m'impose pas, en fait, de quand je dois le faire. Et ce qui marche vraiment le mieux pour moi, c'est tout ce qui est quand il y a une deadline avec quelqu'un. Ouais, si je me suis engagée envers quelqu'un, là, c'est sûr que je vais respecter rien, sauf cas exceptionnel. C'est des très bons trucs. On va les retrouver en podcast. Vous allez pouvoir retrouver toujours l'entrevue du fameux show, que ce soit sur Spotify ou le site, pour avoir la chronique à Lamia, pour te sortir de la procrastination. C'était vraiment super intéressant. Et Lamia se transforme en co-animatrice et on accueille à l'instant Geneviève Lebel d'Institut Beauté Excellence. Institut Excellence Beauté. Je me suis fourvoyée dans les deux mots. Parce que là, aujourd'hui, je trouve que, bon, je t'avais amené une idée de sujet qui est quand même très pertinent. Puis je ne sais pas si tu as entendu en auto en t'en venant. Je vais te laisser placer ton micro avant d'ouvrir le son. J'ai passé l'extrait du fameux vidéo de Victoria Colt que tu as sûrement vu passer sur les réseaux. Non, excuse, là, je me prends un peu par surprise. Par surprise. Alors, regarde, on va aller retourner pour refaire jouer ce vidéo-là parce que t'avoir en studio donne encore plus de pertinence à cet extrait-là parce que ça donne un peu l'idée de ce qui se passe des fois là, sur les réseaux avec les influenceurs. Je vais regarder ici. On va leur partir. Je vais mettre le son ici. Et chers auditeurs, on va écouter Victoria Colt, une influenceuse qui parle du soleil. Puis là, elle dit que plus que tu t'exposes au soleil sans lunettes de soleil, plus que tu pratiques ta peau à être au soleil, fait que plus moins que tu as de coups de soleil, fait que même pas de crème, mais pas de lunettes, puis expose-toi au soleil. C'est quand même intéressant, mais il faut quand même nuancer. Fait qu'avant, je veux savoir un peu toi, ton avis par rapport à ça. Oui, bien c'est ça. Ça peut être intéressant, le principe de graduellement habituer sa peau au soleil. Mais ici, au Québec, c'est que c'est très difficile parce qu'on n'a pas la peau qui a été préparée à ça toute l'année parce que l'hiver, on ne voit pas le soleil pendant plusieurs mois. Donc, oui, on peut graduellement, mais ça dépend vraiment encore là, de notre type de peau, de notre phototype. Donc, il y a des personnes clairement là, qui sont dans les phototypes 1, 2, très, très pâles, qui ne peuvent pas se permettre ça. Ils vont brûler automatiquement. Mais oui, il y a certaines personnes qui ont une capacité, déjà, leur peau produit mieux le pigment, donc réagissent mieux leur mélanine là, aux rayons UV, mais ça doit toujours être combiné quand même avec une protection solaire. C'est juste qu'ici, je pense qu'il faut nuancer en disant, est-ce que c'est nécessaire de mettre toujours de la 60? Moi, je ne pense pas. Déjà, de la 25, de la 30, il y a quand même un minime pourcentage de rayons UV qui vont laisser pénétrer la peau. Donc, et là, graduellement, on peut, plus que la pigmentation augmente, oui, peut-être avoir une exposition qui est moins protégée de haut niveau, mais qui va permettre à la peau graduellement de s'habituer au soleil et de peut-être moins brûler. Ben bon, c'est sûr que c'est un sujet qui est vraiment délicat, puis c'est toujours à prendre avec nuance. Mais c'est sûr que moi, comme esthéticienne, là, avoir tous les dommages que sur la peau au fil des ans sur les différents clients, c'est clair qu'il y a un impact, puis que je ne pense pas qu'on peut se permettre de faire ça complètement sans lunettes de soleil, ne pas mettre de crème du tout, jamais. Tu sais, il y a vraiment des restrictions, je pense, à observer là-dedans. Peut-être dans les soleils plus doux, exemple, tôt le matin, en fin de journée, OK, là, on peut s'exposer peut-être graduellement. Comme la mienne vient, mettons, de la France, quelqu'un qui habite à Marseille puis quelqu'un qui habite à Québec n'a pas la même réalité. La mienne, t'aurais-tu quelque chose à apporter par rapport à ça? Une question, parce que, tu sais, on n'a pas la même réalité. Puis, tu sais, la vitamine D n'est même pas présente dans le soleil de l'hiver. Fait qu'on n'a vraiment pas de soleil. Il faut vraiment pas... Même s'il fait soleil puis tu es dehors puis tu sens le soleil sur ta peau, on n'a pas l'impact sur nous, là. Ben, c'est sûr que le taux d'ensoleillement dans le sud de la France, par exemple, il est extraordinaire. Et donc, les gens sont quand même toute l'année sous le soleil. Après, c'est sûr que quand on est parent avec des jeunes enfants, je pense que ça reste la logique de protéger ses enfants. Moi, j'ai la chance, mes enfants, ils ont des origines
antillaises, donc leur papa est blanc et antillais, donc ils prennent très 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 bien le soleil. Ils prennent pas de coups de soleil, mes enfants, mais moi par exemple, si je fais la même chose que ça marcherait pas. Mais effectivement, en fonction de où tu es en France, on peut pas se permettre non plus. Mais c'est sûr que toute l'année, le taux d'ensoleillement dans le sud est quand même très très aidant. Oui, puis il y a une différence entre aussi, c'est ça, les différents types de peau, comme je parlais. Et, exemple, prendre là, vraiment, si quelqu'un prend toujours un coup de soleil à répétition, c'est sûr que là, le danger au niveau de la peau est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui s'expose graduellement puis qui va pas attraper le coup de soleil. Mais il reste que je peux pas dire qu'une personne qui a une peau même assez mate ne doit jamais se protéger. Au contraire, il doit rester toujours une certaine protection. Mais on peut quand même permettre à la peau qui a une capacité habituellement naturelle de se protéger légèrement du soleil. C'est juste que mais malheureusement, aujourd'hui, avec les années, le rayonnement solaire est vraiment plus négatif. L'impact est vraiment plus difficile sur la peau qu'il y a peut-être 50 ans, mais il reste que les gens qui ne se sont pas protégés il y a plusieurs années, bien, c'est aujourd'hui qu'ils ont le résultat, justement, avec les cancers de peau là, qui sont très, très importants, là, surtout même ici au Québec. Là. C'est ça qui arrive. Puis je trouve que la désinformation peut... Moi, je ne sais plus sur quel pied danser des fois. Fait que merci de nous clarifier. Je pense que le soleil, c'est un bon nutriment. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, quand je suis capable, je ne mets pas de lunettes de soleil, mais je comprends que je ne regarderai pas le soleil violemment pour me brûler la rétine non plus. Mais je pense que c'est un équilibre, puis bien se protéger, c'est essentiel parce que Gisèle Bonnechaine, je ne sais pas si vous avez... Moi, je m'étais intéressée à ce qu'elle avait dit. Je trouvais ça super intéressant. Ça fait quand même des années. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est elle qui était dans Victoria's Secret. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les produits solaires parce qu'elle disait qu'elle préférait ne pas en mettre parce qu'elle préférait une base naturelle, soit minérale, ou s'exposer peu au soleil. C'est ça la nuance. Elle dit, moi, je n'ai pas de crème solaire, mais je contrôle mon exposition. Fait que c'est ça qui est brillant. C'est là la nuance. T'sais. Mais maintenant, il y a tellement de technologie. Vous autres, dans STRDM, on en a parlé. Je vous invite à aller réécouter le podcast de Geneviève Lebel. Vous allez pouvoir le trouver sur Spotify ou sur YouTube. On a parlé de ça déjà, en long et en large. Mais là, aujourd'hui, tu étais intéressé à explorer l'épilation chez l'homme et chez la femme, bien sûr, mais... Parce que moi, j'ai entendu des histoires d'horreur, là, des hommes, là, parce que même ils ont été voir des professionnels. Fait que, malheureusement, c'est pas tous les pros qui sont bons, ça a l'air. Ben, comme dans tout, je pense. Mais il reste que oui, dans notre domaine, ça échappe pas. Et puis, nous, on n'est pas nécessairement réglementé, on n'a pas d'ordre professionnel, donc on n'est pas nécessairement suivi là, de près. Donc, mais de là quand même à la clientèle de s'informer quand vous choisissez votre professionnel, parce que oui, ça peut avoir un impact. Puis, tu sais, on pense parfois que, bon, l'esthéticienne, c'est vraiment quelqu'un qui pète des points noirs puis qui arrache des poils. Mais malheureusement, là, c'est vraiment loin d'être ça. Mais dans le sens, heureusement, parce que les personnes qui le font bien ont une formation complète, un diplôme d'études professionnelles. Alors, rechercher des gens qui ont justement ces compétences-là, premièrement, qui utilisent les bons appareils. On a une variété là, vraiment intéressante, mais aussi qui est parfois de moins bonne qualité. Il y en a de meilleure qualité. Donc, les appareils ou les produits, les cires, etc. Donc, quelqu'un qui est vraiment professionnel dans ce qu'il fait, qui va s'afficher de manière professionnelle. Donc, déjà là, tu sais, d'avoir fait votre recherche et pas seulement magasiner un prix, ce que souvent les gens vont faire et c'est naturellement humain de vouloir payer moins cher, mais en même temps, ben, des fois, oui, ça peut avoir un impact sur la qualité de ce qui est reçu. Puis là, on parle de la peau, on parle de ce qui est vivant et qui peut avoir des dommages vraiment graves. Là, on parle ici de brûlure avec la cire qui peut arriver. Il y en a vraiment qui, oui, malheureusement, peuvent être brûlés, autant avec la cire qu'avec le laser ou même l'électrolyse. C'est des outils, des produits qui doivent être, qui comprennent de la chaleur. Donc, si c'est pas bien tempéré, il peut avoir vraiment des dommages assez importants, là, des brûlures même graves chez certaines personnes. Donc, il faut s'assurer d'avoir une professionnelle qui connaît son travail puis qui le fait avec minutie, qui prend le temps aussi de le faire, là, que la compétence et l'expérience idéalement. Donc, oui, c'est... D'ailleurs, moi, ce que je veux parler, on va aller dans le vif du sujet, là. Ouais. Une bonne épilation. Puis lorsque je parle de base, parce que là, c'est l'été, là, les gars sont en chest. Bon, pas tout le temps, là, tu vas me dire, mais ça se peut qu'ils essayent plus qu'à la normale. Certains vont se dire, ben moi, ça me dérange pas, je veux garder ma pilosité. D'autres, je veux l'enlever. Ou c'est la blonde, peu importe. Mais l'option de le faire est là. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Mais quand c'est mal fait, ma question est, est-ce que c'est normal d'avoir plusieurs boutons qui apparaissent après une épilation?
Il y a des zones sur le corps, c'est sûr, qui vont être plus propices à ça, qui vont réagir plus facilement, surtout les zones où les poils sont très, très forts. Comme c'est pas rare qu'on observe ça au niveau, exemple, du torse, où la densité souvent, et c'est ça. Si le poil, là, c'est très, très fourni, très dense, tout dépendamment des modes d'épilation, c'est normal. On donne un petit choc au niveau aussi du follicule pileux, où il y a la glande sébacée. Donc là, il y a éruption, ça peut arriver quand même. Donc, il y en a qui vont être plus propices à ça que d'autres. Là. Ça dépend vraiment des personnes. Mais il reste que si c'est bien contrôlé, donc la désinfection avant de faire le travail, et ce que vous ne faites pas à la maison habituellement si vous le faites vous-même. Donc, la désinfection, justement, si la personne utilise des gants, s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries, parce que souvent, c'est un mélange de ça aussi par la suite. Puis, le travail aussi post-épilatoire qui va être fait ensuite avec les hydratants, ce qu'on va utiliser, nous, en soins. Bien, c'est sûr que si toutes ces étapes-là sont faites, on va vraiment minimiser la probabilité qu'il y ait des éruptions. Puis aussi, ce que la personne fait à la maison après, est-ce qu'elle a eu les bons conseils? Parce qu'il faut éviter la chaleur intense dans le bain, la douche par la suite. Si vous allez tout de suite suer, faire un sport là, extrême après l'épilation, ça peut favoriser aussi les éruptions. Donc, il y a quand même là, ces conseils-là à avoir qui vont faire la différence souvent. Mais oui, il y a des zones que c'est plus propice, mais on s'entend qu'il ne faut pas que ça devienne non plus là, répandu puis que là, ça devient un problème sur la peau. Là. Il peut y avoir peut-être un produit qui était moins adapté pour vous aussi. Donc oui, il y a la qualité de ce côté-là qui peut faire la différence. Un homme qui a le poil vraiment long sur le chest, puis vraiment comme... il y a comme un chandail de poil, là. Ouais. Il peut-tu se faire épiler, lui? Bien, il peut. Là, c'est sûr qu'idéalement, si c'est exemple à la cire, on va suggérer peut-être de le couper quand même un petit peu avant. Ça va être l'attraction va être moins forte, donc moins de douleur et aussi moins de résistance et une meilleure épilation, un meilleur résultat. Donc c'est ça dépend le mode d'épilation que je choisis. Mais oui, peu importe la pilosité, là, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est sûr et certain. Parce qu'on pense que ça peut être facile, tu sais, puis je comprends que des fois aussi, les gens, tu sais, on est des humains, fait que si la personne est fatiguée puis elle fait quelques étapes moins efficacement, bien, c'est peut-être ça le résultat, mais c'est important. Donc, si tu as dit aussi, faites attention pour avoir chaud. Fait que, tu sais, si tu t'en vas courir un 5 km en plein été, si tu t'en vas dans un gym que tu sais que tu vas avoir chaud, c'est peut-être pas des activités, mais en même temps, c'est pas toujours facile pour le professionnel de tout dire, toutes les étapes à ne pas faire. Fait que c'est ça le travail aussi. Ben oui, c'est ça. Ben, en fait, ça fait partie de notre travail. Exactement. Moi, je pense pas que c'est pas facile, mais il faut juste, c'est ça, être conscient que ça a un impact sur notre clientèle, donc il faut le faire. Fait qu'on a la conscience professionnelle, on le fait. Mais après, on n'est pas avec vous à la maison à faire tout le suivi. Il y a des gens aussi qui se rappellent pas toujours de ce qu'il faut faire. On oublie des petits bouts. Donc, oui, ça peut causer là, certains désagréments, c'est sûr. J'ai une question. Est-ce que, justement, en tant qu'esthéticienne, vous gérez aussi l'épilation au laser? Oui, moi, personnellement, je fais de l'épilation laser. Là, ça fait 20 ans aussi que je fais cette technique-là. Donc, c'est sûr que c'est une des très intéressantes façon. Là, ça a-tu changé à travers les années? Mettons, si on parle 5, 10, 15 ans. Là, absolument, parce que moi, tu sais, c'est ça, j'ai travaillé avec 4 technologies différentes dans les dernières 20 années. Puis, c'est sûr que dans les 10 dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Comme moi, présentement, l'appareil que j'utilise, là, le Soprano S Platinum, ben, c'est un mouvement de balayage. Donc, c'est vraiment au niveau de... La succion, non. J'ai déjà travaillé avec lui aussi. Mais oui, exact. Ça s'est amélioré autant sur le confort, qui est plus un ressenti de chaleur maintenant qu'une grosse douleur. Puis aussi au niveau de la réaction de peau. Donc, ça aussi, parce que là, comme en ce moment, on peut en faire quand même. Moi, je travaille tout l'été en épilation laser, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Je ne pouvais pas travailler sur les peaux bronzées et même foncées. Maintenant, j'ai des clientes haïtiennes. Donc, oui, c'est même possible parce que l'évolution, elle est vraiment... elle a été marquée, justement. Tu sais qu'on en a plein d'amis là, qui sont rendus ici. Là, ben oui. Que je pense à Marie-Josée Bertrand qui ben, elle vient d'ici. Là, ben, elle vient d'Haïti, mais québécoise, là, à mes yeux. Mais reste que eux, ils pouvaient... mais ça ne marchait pas, là, la technologie. Exactement. Puis beaucoup même de clientes ici québécoises qui ont un type de peau qui bronze facilement. Donc, on ne pouvait pas le faire l'été. Donc là, on a vraiment une belle possibilité avec cette technologie-là. Donc, c'est sûr que pour moi, d'avoir fait tous les types d'épilation, autant cire, travailler en électrolyse, laser, maintenant, je me suis spécialisée en laser parce que je trouve que c'est ce qui correspond à le plus de gens. C'est la technique qui est la plus efficace, mais en rapidité aussi d'exécution. Puis aussi en fréquence. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir à tous les mois. Vous pouvez raser les poils entre les séances. Donc, vous n'avez pas à laisser pousser les poils comme en électrolyse ou en cire. Donc, il y a beaucoup d'avantages, là, c'est sûr. Puis, moins de restrictions maintenant avec les nouvelles technologies. Moi, je suis full épilation laser. Ah oui, hein? Ouais, j'ai commencé par Essel.
J'ai fait maillot après. Et là, je suis en Exact. finition de Souvent, c'est jambes comme ça, complètes. les gens, ils viennent Ah, c'est me trop voir. bien. Ah, Même oui, les oui. hommes, ils vont commencer, exemple, par dire, moi, c'est Ouais, plus ouais. au niveau du torse. Mais là, finalement, tu fais les aisselles aussi. Est-ce que tu peux me faire le bas du Mm. dos? Ou, Ouais, c'est trop efficace. quand on a goûté à ça, vraiment. c'est vraiment Ouais. une formule là, qui est intéressante. Mais je voudrais ajouter une nuance de ce qui se passe en France parce que c'est très cadré l'épilation au laser. Ah, OK, non, c'est pas ça. Ouais, et c'est... Alors, ça fait longtemps que je suis plus en France, mais je sais qu'à l'époque, les peaux noires, par exemple, nous, il y avait déjà accès il y a une dizaine d'années. Ceci étant dit, ce sont des dermatologues qui faisaient des médecins spécialistes dans la peau qui effectuaient en fait les épilations laser. Ouais. Et c'est vraiment un traitement de dermatologue. À la limite, peut-être une sorte d'infirmière spécialisée. Encore, je suis même pas sûre. Mais en tout cas, c'est très cadré. Une esthéticienne n'a pas accès à faire l'épilation laser. En tout cas, à l'époque, je pense pas que ça ait beaucoup changé. Donc, le coût aussi, comme c'est un médecin, en France est quand même moins accessible, était en tout cas à l'époque moins accessible. Je ne sais pas où c'est rendu maintenant, mais nous, il y a vraiment une différence de qui peut pratiquer ce genre d'acte au final. Ils disent que oui, les esthéticiennes sont autorisées à pratiquer l'épilation au laser ainsi que la lumière pulsée en France, suivie d'une formation professionnelle, des mesures strictes. Oui, c'est ça, je pense. Attends, découvrez les tenants aboutissants décret 2024 sur l'épilation laser. Fait que j'ai pas fait de recherche, mais peut-être que c'est récent. Je vais marquer depuis quand. Parce que moi, j'ai une amie qui est noire et il y a une dizaine d'années, elle commençait l'épilation laser. Et elle était obligée de le faire chez un dermatologue. Alors, est-ce que c'est 2024? Oui, c'est ça. Fait que là, imaginez-vous comment vous êtes chanceux, les auditeurs, là, parce que ça soit toi, ta femme, toi, le gars qui m'écoute, parce que ça peut être aussi ta fille, parce que des jeunes filles qui ont 17 ans puis qui ont une pilosité qui jouent sur leur estime de soi, bien, Geneviève Lebel, elle va être là pour les en consultation. Puis une consultation ne veut pas dire un service automatique, j'imagine. Il faut toujours valider avant la Exact. faisabilité parce qu'il peut y avoir certaines contre-indications. Donc, ça aussi, c'est à faire attention quand vous choisissez la personne que vous allez voir. Moi, j'ai un formulaire que je vous envoie même. Tout est en ligne maintenant pour m'assurer avant que, il y a une médication qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, oui, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont vraiment des mauvaises expériences avec l'épilation laser, là, qui sont même marqués ou traumatisés, soit par la douleur. Moi, j'ai déjà frappé l'esthéticienne. Que ça n'a pas fonctionné. Oui. Tu sais, moi, je mets vraiment les gens en confiance. Il faut s'assurer dès le départ que, tu sais, on rentre dans votre intimité aussi, là. C'est quand même, pour certaines personnes, un challenge de vivre ça. Donc, moi, je prends vraiment le temps de mettre en confiance. Ça fait 20 ans, comme je dis, je fais ça. Donc, de s'assurer dès la prise en charge que la consultation, le moment de l'installation, juste de comment on va s'installer pour que ce soit dans la douceur, malgré que c'est un traitement, oui, qui n'est pas nécessairement confortable, mais qui reste qu'après, on est satisfait. C'est vraiment, c'est son sang que c'est quelque chose qu'on a fait pour soi. En fait, c'est vraiment un cadeau à se faire. Il n'y a pas une personne, je pense, qui m'a pas dit comme ça a changé ma vie même. Carrément. Charge mentale, moins 1000. Exactement. Puis inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir quand même dire que le poil vous a levé des bras, même si vous le faites enlever, la sensation ne part pas. Raphaël, nul autre que... Parce que lui, il s'identifie sur les réseaux, parce que ça, c'est Raphaël, c'est son prénom, mais c'est un mixologue. T'as peu. Chez Heureux Mélange, hein, c'est ça? Heureux Mélange. Alors, il est en train de s'installer avec les cocktails. C'est parce que les... Merci. Je pense que c'est... Un peu. Oui, tu vas t'installer là. Parfait. Alors, moi, je suis... Génial. Alors, Raphaël, il vient d'arriver en studio. Écoute, on est en live. Hey, là, ça sent bon en tabarouette, là. Parce que là, je vais remonter ça ici. Parfait. Alors, on va... Oh, mon Dieu, ça sent vraiment... Écoute, j'ai même pas touché au verre, gang, OK. Et l'effluve, là, j'ai senti un air, mais là, il y a comme l'odeur d'orange, je pense, qui m'est venue. Lamia, toi, as-tu quelque chose près de tes narines? Hey, ça sent fort. Je suis trop mauvaise pour... Mais t'as pas d'odorat, ça se peut pas, Seigneur. Ah, Raphaël, bienvenue en studio. Merci d'être là. Écoute, c'est un éternel plaisir d'être avec vous. Éternel, les gens ça, de Lévis. c'est le temps que ça y a pris pour s'en venir. Non, pas si pire. Ça- Écoute, je suis à l'heure. Ben oui, vraiment. Puis je sais plus, j'ai même pas regardé l'heure parce Oui. que c'était quand même un peu la cacophonie tantôt par rapport à ça. Toi, ça a bien été t'en venir. Le trafic était chaud, mais pas Oui, trop. mais en tant que tel, ce que je me dis toujours, on est quand même chanceux parce que tout se fait en moyenne. J'étais dans le Vieux-Québec avant de m'en venir, encore dans le 45 minutes. Puis pour moi, le 45 minutes, ben, c'est le moment où on écoute la radio. C'est là qu'on s'inspire. Fait qu'on a besoin de ce temps-là. On est encore loin de certaines villes ou de grandes villes avec des heures de délai. Fait que quand je suis dans le 45 minutes, j'ai encore confiance, les amis. Mais oui, sinon, c'est sûr que c'était pas
aller going, mettons, en 10 minutes, mais ça s'est bien fait quand même. J'avais prévu mon moment. Tu as raison. Je salue les gens de Montréal qui, dans ma tête, m'écoutent parce que quand même, notre invité après toi, il vient de Montréal. J'ai pas compris. Là, je suis allée voir le show de Rufus du Sol, d'ailleurs, il y a 2 semaines, je crois. Et traverser la ville, ça a été... une ride de 10 minutes, ça a pris, je pense, 1 heure. Là, C'est incroyable. Là. Alors, je sympathise, sincèrement. Donc, le trafic qu'on vit ici, ce n'est pas un réel trafic. Et on se dit souvent qu'on vit dans un grand village, mais c'est quand même un peu ça. Oui. Alors, dans notre grand village, on connaît des gens extraordinaires, dont toi, Raphaël, qui nous amène des drinks sans alcool. Oh que oui, on plonge moi, à travers mon univers. Triche pas. Moi, ça fait 5 ans et demi, je bois pas. Là. Non, et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que tu vas t'y retrouver. J'appelle ça Je dangereusement bon. Tu vas pouvoir toi aussi certainement y goûter. Moi, je préfère prévenir. Je suis la plus mauvaise personne pour Mais le problème, Décrire. des drinks. Ben, Quand même, t'as pas c'est d'odorat, bien là. correct. Non, mais au-delà de ça, tu me connais, Priscilla, moi, à part boire de l'eau Mhm. et du jus d'orange pressé, je bois vraiment aucune autre boisson sucrée, gazeuse. Je suis vraiment pas la bonne consommatrice. Je vais quand même goûter, Ben oui. mais le prends pas personnel si je fais une tête bizarre. Du tout. Mais Non. t'as quand même nommé 2 choses vraiment intéressantes. Sucré, on est loin de là. Vous allez voir, c'est un Ah, cool. mocktail qui est Gazeux. extrêmement bien balancé. Je trouve ça des- Pointe de gazé, parce qu'à la base, c'est un spritz, mais on va en reparler dans 2 secondes. OK, je vais. Et Je me bien sûr, ben, de ton côté, t'as même pas la même chose. Vous allez pouvoir vous le partager si jamais. Là, Hey. ça vaut la peine de goûter les subtilités, le plaisir de ces beaux produits locaux à part de ça. Il n'y a pas d'alcool? Il n'y a pas d'alcool là-dedans. On pourrait croire, hein? Ah, j'aurais pas dû lui dire qu'il n'y avait pas d'alcool. Ah, parce que pour moi, ça goûte l'alcool. Pour vrai? Ouais. Hey, je capote parce que, je vais vous le dire, là, tout le monde, là, moi, ça fait bon. Ça fait 5 ans et demi, je bois plus. Puis, dans les restaurants, tu sais, à la fin, j'étais comme, même mon chum, prends-toi dans un petit mocktail. Non, ça me tente pas de boire du sirop simple. Mm. Tu sais, mané, c'est boire du sucre, puis que ça me coûte 15$ le verre. De moi, un Coke Diète, même là, j'ai plus le droit. Là, de mois à mois, je ne veux plus boire de Coke Diète. Alors, je ne paierai pas pour de la glace puis du sucre. Mais ce que tu viens de nous servir là, puis tu sais, c'est pas vrai, il y en a d'autres bons mixologues. Oh, attention, là, je veux pas vous disclaimer, mais Je travaille en équipe à Québec. Il y c'est a plusieurs. des excellents mixologues qu'on a à Québec, mais ça a été rare que j'ai été comme, wow, je vais en recommander un deuxième. Là, ce que je bois là, c'est sûr que j'aime beaucoup l'amertume. Mhm. Ça me fait penser, c'est quoi le nom de ce drink-là, justement? Tu copies quelque chose qui existe avec de l'alcool? Écoute, je pars. Pendant que tu dégustes, à la base, c'est super important de répondre à ce qu'on dit ici. C'est pas des cocktails qui sont sucrés. On s'évade. Oui, le sirop simple existe. Oui, le citron, c'est important. Mais à la base, c'est de bien balancer, comme si on réalisait un vrai cocktail. C'est ça l'histoire. Trop souvent, même que mocktail, des mixologues comme moi, des fois, on est tanné d'entendre mocktail parce qu'on ne copie pas. On réalise quelque chose de structuré, balancé, audacieux, un vrai cocktail. C'est simplement qu'il n'y a pas d'alcool. Pourquoi tu en as rarement recommandé? Parce que ça fait pas 5 ans que c'est bon, des mocktails. Ça fait à peine 2-3 ans qu'on a structuré la patente. Et pour vrai, je suis pas payé pour le dire, mais je le dis toujours, Patrice Plante avec Noah a lancé la partie. Et quand je l'ai lancé la partie, c'est mondial parce que beaucoup de bonnes choses, surtout côté culinaire, satisfaisantes en termes de drink, mais aussi bouffe, partent du Québec parce qu'on découvre à tous les jours du terroir québécois. Donc, tu as parlé un peu d'amertume. Écoute, tu as un Negroni sans alcool. C'est ça! Je me rappelais pas Le du nom, mais drink je italien. l'ai Ah oui. deviné! Oh, donnez-moi des olives fraîches. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour les auditeurs aussi, et ceux qui réécouteront, vous aurez la recette certainement. Quand on fait un sans-alcool, et c'est important de ne pas juste copier. C'est là que je vais en venir avec mocktail. Ah, c'est comme anglais-français, tu peux pas copier mot à mot. Oh, alors, oui, tu peux pas oui. copier ton drink mot à mot. Oui, exact. Mais tu pourrais, mais c'est que si on le faisait avec du gin sans alcool, on n'aurait pas la puissance que tu as à l'intérieur du mocktail que tu as là. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi bon? C'est qu'on utilise un vermouth. c'est plus simple. Un vermouth sans alcool, c'est tellement bon parce qu'à la base, on va pas chercher du vermouth rouge pour le côté, je dirais, éthanol, mais bien pour le côté, on va ici... Je prends vraiment pas personnel. Là. non, c'est bien Vraiment correct. moi et mes goûts. Là. Et surtout que ça ressemble vraiment à de la boisson. Mais du Negroni, tout le monde n'aime pas. Alors, un Negroni, ça a du Automatiquement. caractère. Mais je m'étais inspiré, je savais un peu que tu aimais la mer. J'avais été faire des recherches quand Oh, même wow. pour savoir qu'est-ce que tu allais voir aujourd'hui. Mais pour être plus concis sur les Oui. gens vraiment qui vont vouloir la recette, bien, on va pas directement copier le vermouth, Campari et gin parce que le gin sans alcool manquait un peu de puissance au niveau du sans alcool. Par contre, si on plonge dans le rhum épicé jamaïcain, où ce que là, tu peux te permettre du piment d'Espelette, des épices, des racines, beaucoup de puissance, eh bien, dans ton Negroni sans alcool, pour avoir vraiment une qualité digne d'un vrai Negroni, tu gardes ton vermouth,
Parce que tu bois pas du vermouth rouge pour l'éthanol, mais bien pour son goût sweet, rouge, tu sais, un petit côté épicé même. Le Campari, on pense que c'est très fort parce qu'on fait tous une face quand on en boit, mais à la base, le Campari, c'est certainement amer. Fait que si je prends la même technique, la même recette de préparation d'un Campari, mais que je le fais sans alcool, je fais juste pas mettre les sucres et les levures ensemble, je réalise pas d'alcool, mais je prends toutes les écorces d'agrumes, de pamplemousse, de plaisir, et j'ai autant de plaisir de pamplemousse et d'amertume à l'intérieur de mon Negroni. Et tout ce qu'il me fallait, c'est quelque chose qui est une droiture structurée pour remplacer le gin. Donc, je suis allé avec le rhum et non pas le gin. Et bien sûr, c'est pas n'importe quel rhum, c'est pas un rhum brun. Quelqu'un qui boit du rhum brun 12 ans, il va me dire c'est pas du rhum. On n'est pas là. On est dans le rhum jamaïcain de plaisir. Et là, en plus, au Québec, nos racines, notre églantine et tout, c'est très bon. Mais là, on a donc bien des choix sans alcool avec de Oui. la puissance puis du caractère. Vraiment. On dirait que je viens de me décrire dans cette joke. Et en plus, on n'est qu'à la première chronique, mais on va se revoir. Là, On se revoit parce que Raphaël, il Oui. va venir à toutes les lundis. Non, tu vas revenir à chaque C'est semaine. mardi. Mardi, Je c'est ça, Oui. parce qu'on s'est déplacé pour nous donner des trucs parce que beaucoup de gens, en fait, c'est des demandes que j'ai eues. C'est pas Oui. ma demande de parler de ça parce que les gens savent que dans mon entourage, j'en parle pas de ça, que je prends pas d'alcool. Mais j'ai des demandes. Ça serait le fun, Priscilla, que tu nous parles un peu de barbecue ou justement de drinks sans alcool parce que les gens, Qui accompagne le barbecue. ils ont besoin. Parce que quand c'est pas bon, t'as pas le goût de pas prendre, de prendre sans alcool. Puis, tu sais, les trucs déjà prêts à boire, c'est bien, mais c'est très sucré aussi. Oui. Et là, j'entends encore le mot sucré. J'aimerais bien préciser que les spiritueux, pas les vins, pas les prêts à boire, pas les bières sans alcool, mais les spiritueux sans alcool sont moins sucrés que le spiritueux lui-même. La classique, c'est l'amaretto. Faire un amaretto sour sans alcool, tu n'as pas à camoufler l'éthanol, le goût d'alcool que tu vas avoir à camoufler dans un vrai amaretto. Ils vont rajouter du sucre blanc, de la canne à sucre, peu importe, pour aller camoufler ça. Tandis qu'un sans alcool comme celui de Noah, automatiquement, tu vas avoir les cerises au marasquin, l'amande et tout le bon goût enrobé. Puis je suis même rendu, moi qui bois encore quand même de l'alcool, je suis un mixologue, je m'amuse beaucoup dans les bars et autres, et je dis toujours, mon Expresso Martini, présentement, je te le ferai dans une prochaine chronique. Décaféiné? Décaféiné, ça dépend. Parce que oui, je peux t'avoir un café décaféiné, mais je te mentirais pas, il y a un peu de caféine dans la liqueur sans alcool. Je suis pas Parce du que tout. les effets, OK, parfait. Mais quand même, des fois, les gens me disent décaféiné 100%. Non, parce que la liqueur de café est sans alcool, mais pas décaféiné. Parce qu'on veut quand même électrifier avec un torréfacteur de Trois-Rivières, c'est très cool. Sinon, bois de l'eau, tu sais. Oui, mais souvent, ce que je fais, moi, c'est que je fais moitié chemin. Je vais mettre 1 once de vodka. Mais pourquoi rajouter une liqueur de café qui va avoir sucré, qui va camoufler le goût de café, que d'en prendre une sans alcool qui a tout le bon goût du café à l'intérieur? Ça, c'est cool. C'est bon parce que tu viens de nous apprendre que les liqueurs à saveur alcoolisée vont mettre plus de sucre pour aller masquer l'éthanol. Ben oui, automatiquement. L'apérole, Mais c'est la même ça chose. fait combien d'années qu'on a tout ça? Le vermouth, l'apérole, le rhum épicé? On est dans les 0,3 ans. Aujourd'hui, là, les premiers étaient anglais, c'était les Seed Lips, que moi, j'ai commencé à voir dans les hôtels et restaurants luxueux que je travaillais, où ce qu'on avait vraiment le plaisir de dire, OK, oui, il y a des touristes qui nous le demandent, il y a des gens au Québec qui nous le demandent. C'était les épicuriens. Mais là, c'est le grand marché qui veut son sans-alcool. Et pas seulement parce qu'on ne boit plus 100% d'alcool, mais bien parce que d'où qu'on arrive, quand on s'assoit au restaurant, on peut arriver du bureau, du trafic, d'une grande chaleur, de la piscine. Pourquoi notre premier cocktail ne serait pas sans alcool? Surtout qu'on a besoin de plus d'électrolytes que Ben d'alcool oui. parce qu'on est déjà fatigué. C'est super pertinent. Puis là, on a parlé des résonances Schumann. Ben oui, j'écoutais ça en m'en venant. Alors, accompagné d'un cocktail signé Raphaël. Et là, celui-là Oui. ici, Ça, c'est j'adore ça aussi. le spritz. Mais Et là, on est L'autre, ce que j'aime, Oui. là, les chers auditeurs, là, c'est important que vous vous rappelez, c'est que le Negroni sans alcool qui m'a fait, moi, je suis une personne qui cale tout dans la vie. OK? Oui. Je ne sais pas pourquoi je bois vite. Oui. Même le sans alcool. Mais ça, c'est le fun. Tu n'as pas le goût de le boire vite. Tu as le goût de le déguster. Fait que c'est un très bon point positif. Et ça vient aussi, je pourrais rajouter le fait qu'il n'y a pas de sirop simple. Il n'y a pas rien. C'est 1 once pour la recette, les amis. 1 once de vermouth rouge sans alcool. 1 once de Campari amer italien sans alcool. Et 1 once et demi, on joue un peu sur le vrai Negroni juste pour arrondir la chaleur, le plaisir Wow. de rhum épicé sans alcool. Fait que ceux qui pensent qu'il y a des jus, c'est une limonade, il y a de la Hey, j'en grenadine, reviens pas. on est loin de là. Pour aller chercher vraiment la pointe d'amertume aussi qui nous rappelle et qui fait que tu ne le bois pas vite, c'est la structure et la profondeur à l'intérieur de ce mocktail-là. Du côté bitter que j'ai vraiment pressé le bout
d'un orange. Donc, Fait c'est que la toutes les pleure, huiles c'est les huiles essentielles, ouais. essentielles. Tout zesté au complet, vraiment dans le verre, puis je l'ai laissé dans le verre pour que tu aies vraiment le côté de c'est structuré, c'est goûteux, et non pas seulement il m'a fait une limonade. Hey, écoute, c'est... On est là. Mais ça se détaillerait combien dans un restaurant-bar? Ben, pas tant plus cher et Ben, un peu moins cher. même Ben, que j'espère que mocktail. moi, des places, c'est les Oui. mêmes prix que l'alcool, les mocktails. Mais je peux comprendre s'il y a 4-5 sans alcool qui coûtent Ouais. 40$ la bouteille. Là. C'est ça aussi. C'est un service signature. Oui. C'est tant qu'à ça, encore là, prendre l'eau ou du Perrier. Parce que si tu veux un mocktail, il faut que tu payes pour Oui. le travail en arrière. Puis, en tant que tel, ben, c'est que présentement, on est à 5 de moins qu'une bouteille de spiritueux. On C'est est ça, c'est plus, pas cher, là. Non, c'est plus là. Mhm. Puis, on s'entend à ceux qui pensent que oui, une limonade ou autre, comme on disait tantôt, ça, c'est vrai que c'est des liquides qu'on peut vendre 5-6 $. Mais quand on achète tel un vrai Negroni, 3 spiritueux, mais sans alcool, c'est autant de travail, c'est le même prix. On est ailleurs. Avant que tu me décrives le deuxième verre, qui est un peu un spritz, j'aimerais que tu dises aux auditeurs, parce que je vais leur partager en plus en vidéo après, Mhm. je veux que tu me donnes ton top 3 que je devrais m'acheter dans Ok. les sans-alcool pour faire une variété de drinks cet été. Parfait. Écoute, à la base, on peut pas passer à côté, on le dit, les liqueurs. Fait que, oui, j'en nomme que 3, là, mais tout ce qui touche aux liqueurs sans alcool, on OK. se les garde. Mais Amaretto. OK. L'Amaretto, c'est le premier qui a été conçu, qui est la copie conforme que je peux piéger des animateurs avec alcoolisé ou non, Mm. puis qu'on le sait pas. Parce qu'à la base, on boit pas ça encore une fois pour le goût de l'alcool, mais bien la cerise au marasquin et l'amande. Fait que l'Amaretto, sans hésiter, tout le monde aime ça, puis c'est décadent. Deuxième, parce que là, on est l'été, on plonge dans les vacances, tout le monde va avoir graduellement ses vacances, l'apérole. L'apérole, c'est une balance parfaite. Mm. De un, c'est encore une fois comme si j'ouvrais un orange, je croque dedans, c'est bon, puis je rajoute une petite pointe de... Écoutez bien ça, au Québec, on est chanceux, on a de l'argousier. Parce Oui. que l'argousier, un des rares petits fruits 100% québécois, me donne l'amertume, la profondeur et la couleur à l'intérieur de mon spiritueux sans alcool. Fait qu'encore une fois, c'est la grande qualité de notre terroir qui fait que c'est de la qualité dans votre verre. Fait que l'apérole sans alcool. Et bien sûr, je peux pas passer à côté non plus du dernier, c'est le gin sans alcool. Oui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que c'est pas vrai qu'on va le boire sur glace comme un vrai spiritueux. Pourquoi qu'on le rajoute? Eh bien, ça peut remplacer la tequila dans un margarita sans alcool. Ça peut, dans un lemon drop, remplacer la vodka, ou bien dans une gimlet, remplacer au gin tonic le gin lui-même. Et pourquoi il n'y a pas de vodka sans alcool? Ben parce que ça serait de l'eau. Mais le gin, lui, a la profondeur de la baie de genévrier, forestier, un petit peu de, je dirais même de pointe d'épices à l'intérieur qui fait que on le boit pas comme si on le calait. Tantôt, tu l'as dit. Si je fais ces cocktails-là qui sont lime, sucre, alcool à la base, mais sans gin officiel, ben c'est comme si j'avais une limonade. Ouais. Si je rajoute le gin sans alcool, oh, mon corps va réagir différemment. Et là, je vais commencer à déguster. C'est la seule différence. Puis pour moi, maintenant, même mes cartes de bar en événement ou autre, le monde me dit « Ah, vous n'avez pas écrit de mocktail ou autre? » Ils se font tous mocktail. Je m'organise pour arriver sur un événement et de mettre tous les mêmes ingrédients. Simplement, quand je suis rendu à soulever une bouteille, est-ce que je prends mon côté droit, boisson, ou mon côté gauche, mocktail? Je suis rendu là. Bien, je pense qu'on est rendu là. Puis, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'aurait été la vie si on n'avait pas eu l'alcool dedans? Est-ce Mhm. que peut-être plusieurs personnes n'en consommeraient pas? Puis en passant, je te dis pas, à toi qui m'écoutes, de ne pas boire d'alcool. C'est pas ça mon point. Ça, c'est de balancer. C'est de balancer, mais je trouve ça intéressant maintenant que je suis chanceuse, c'est la mode. Mhm. Mais je me fais encore dire, ben voyons, même pas juste un verre de vin le samedi soir. Moi, Mais- j'ai grandi sans boire d'alcool. Ben c'est ça, toi, tu as Moi, connu j'ai tout le été- temps ça. Ouais, ouais. J'ai bu, je pense, mon premier verre d'alcool, j'avais 21 ans. Et c'est parce que j'étais en Australie et que je voulais essayer. Oh oui. Et verre d'alcool, c'est un bien grand mot. Hein. C'était des shooters d'alcool très forts. J'ai jamais aimé justement les boissons hautes, comme je dis. Oh, donc l'alcool, c'était hors de question. Donc j'en ai consommé très légèrement, mais globalement dans ma vie, je suis celle qui boit vraiment pas d'alcool. C'est quand même une bonne chose. Mais c'est sûr que plusieurs fois, je me suis fait dire pourquoi tu bois pas d'alcool, nanana. Mais en fait, c'est rendu que ça fait partie de ma personnalité. Mais c'est très, C'est- c'est très polarisé, ce sujet-là, parce que avant, ils nous disaient, bon, 2 verres, pas plus par jour. Finalement, c'est Ouais. pas plus par semaine. Finalement, ils se rendent compte que c'est peut-être 1 par mois. Tu sais, ça change beaucoup. Ouais, Tu sais. ouais, Puis moi, ouais, ben, je les ai fait les recherches. Puis, tu sais, 1 verre de vin par jour, c'est pas nécessairement bon pour le cœur. Il n'y a pas de fondement scientifique. Tu sais. Mhm. Mais le but, c'est ça, c'est que
je pense, dans la façon dont tu le consommes, c'est la façon, c'est l'attitude que tu as envers. Si tu manges une poutine puis tu brailles parce que pendant que tu la manges puis que tu t'haïs parce que tu manges une poutine, je pense pas qu'avoir un bon effet sur toi. Mais si tu manges avec tes amis dans l'amour, ben écoute, je pense que ça va bien aller, tu sais. Ouais, puis moi, je rappelle, je viens de France. Hein. Ouais. Ça commence plus jeune. La culture, ben, au-delà de ça, c'est même pas une question d'âge, c'est une question de culturellement, le vin est inconcevable. Un repas sans vin en France, c'est inconcevable. C'est-à-dire, ça marche pas. Moi, je viens il quand manque même. quelque chose. Il manque. Ouais. C'est ça. Mais moi, je viens de double culture, c'est-à-dire que ma mère est française, donc on est vraiment dans la culture du vin. Mon grand-père, on parlait là du vin rouge tous les midis. Moi, mes grands-parents, ils font vraiment partie de cette génération où ils buvaient du rouge tous les midis. Mon grand-père est encore en vie. Mais est-ce qu'il était alcoolique? Est-ce qu'il était en boisson ou il prenait un verre réellement? Un verre de rouge tous les midis, dilué dans de l'eau. Ah, OK, c'est ça. Fait qu'on n'était Mais pas... par contre, dès qu'il y avait un événement, il boit encore de l'alcool à certains événements. Il boit encore. Parce que prendre un vrai verre, juste un verre, on le voit pas dans la personnalité, mais c'est rare. Tu sais, ils vont prendre une demi-bouteille, c'est pas tout le monde, mais c'est ça. Fait que... Non, c'était vraiment avec ma grand-mère. Ils étaient juste tous les deux le midi. Ça fait vraiment partie du rituel. Et je le sais que la génération de nos grands-parents, c'est vraiment dans cette culture. Le vin, c'est pas comme de l'eau, mais ça fait vraiment partie de la culture gastronomique française. Et moi, j'ai fait partie donc, de cette culture. Et à l'inverse, mon père est algérien, donc de confession, toute ma famille musulmane. Donc là, clairement, moi, j'allais à des repas de famille où l'alcool n'avait aucune place. Donc, et il y a même eu des mariages musulmans de mes cousins et cousines où il n'y avait pas d'alcool, en fait. Donc moi, je viens vraiment des deux bords, mais j'ai décidé de ne pas boire d'alcool, mais juste, c'est pas par confession, c'est vraiment par goût. Je suis vraiment quelqu'un, faut que j'aime ce que je mets dans mon corps, admettons. Et moi, c'est le goût. Puis après, c'est sûr, on peut avoir des histoires personnelles où moi, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui était justement alcoolique puis qui a fini par se donner la mort, mais parce qu'on l'a jamais reconnu en tant que personne qui avait besoin d'aide. Il n'a jamais été accompagné. Il ne faut pas oublier que ça fait des dégâts aussi. Donc si les personnes, elles décident justement de vouloir... passer à des cocktails sans alcool, je pense que ça, c'est vraiment... Moi qui n'aime pas l'alcool, j'ai vraiment eu l'impression... Mais lui, tu pensais vraiment le spritz qu'il y avait de l'alcool dedans, puis il y a une belle amertume. Oui, je sais, Negroni est fort. Physiquement, ça me fait la même affaire. Genre, j'ai eu un coup de chaud. Mais peut-être qu'il nous a menti, je ne le connais pas, Raphaël. Non. Mais je te regarde, je dis, il ment-tu? Non, pas du tout. Parce que vraiment, genre, la sensation physique, ça me rappelle la sensation physique de... Un coup de chaud, tu sais, quand tu bois une gorgée d'alcool, pour moi qui ne suis pas habituée du tout, ça m'a fait la même sensation, tu sais, au niveau de l'estomac, là, de sentir... La chaleur descendre. Ouais, ça m'a fait la même affaire. Donc, vraiment... On travaille beaucoup pour avoir ce feeling-là aux gens. Puis que moi, je dis toujours le premier, comme je vous dis, on ne sait pas d'où les gens arrivent, autant nos invités, parce qu'en tant qu'hôte, on est aussi responsable de nos invités quand ils arrivent, de pas non plus juste les noyer dans l'alcool. Et les derniers aussi, parce que des fois, on veut que la frénésie continue, on veut ne pas être mis de côté. On parlait tantôt de la culture. Bien, moi, ce que j'aime le plus d'un mocktail, surtout étant de la restauration, on se mentira pas, j'ai toujours un verre à la main sans alcool. Donc, je me fais pas chaler, je me fais pas payer des shooters, je me fais pas « Hey, lui, il prend pas de verre, lui. » J'ai toujours quelque chose à la main. Et c'est la même chose maintenant pour les conducteurs désignés. J'ai eu la chance en décembre de faire une tournée médiatique pour la SAQ où ce que mon travail était de prouver que on peut être dans la festivité, on peut être enivré de plaisir et non pas enivré de boisson. Wow. Ça fait une différence sur la route, ça fait une différence sur ton état d'âme le lendemain aussi. C'est triste, mais j'ai pas eu le choix aussi d'avoir des canettes à la main des fois dans des événements pour avoir la paix, en fait. Ouais. Ah, tu bois pas, je voulais même pas l'entendre. D'ailleurs, l'Heureux Mélange, c'est-tu ton entreprise à toi? Heureux Mélange, oui. Heureux Mélange, L'Heureux Mélange chez moi. C'est Heureux toi. Mélange est à l'entreprise, oui. J'adore ça. On se retrouve de cette façon sur les réseaux. Instagram, Facebook, maintenant c'est Internet, c'est moi ça. Wow. Je vais le taguer dans les vidéos qui vont être créées. Il va être dans le podcast aussi si vous n'avez pas eu la chance d'entendre ses recettes. Raphaël et Heureux Mélange. Raphaël Nadeau, que vous avez entendu, notre spécialiste mixologue mocktail qui va revenir dans les 2 autres prochaines semaines. On a été agréablement surpris d'avoir pensé que c'était de l'alcool qu'elle avait déjà dans le drink. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. De rien. Vraiment, je suis extrêmement contente. On te retrouve la semaine prochaine, mardi. Et là, on va poursuivre. Je t'invite, si tu veux rester avec nous, tu es le bienvenu. On va recevoir nul autre que Éric Gravel. Éric Gravel, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme, un ancien pompier,
pompier avant, mais bâtisseur d'entreprises multi qui est avec nous aujourd'hui parce qu'il se nomme un peu le gourou de business et c'est un homme de conseil et surtout d'opinion et c'est pour ça que j'aime le recevoir sur les ondes de CJMD. Je vais t'accueillir à l'instant. Alors, allô Éric, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, Priscilla, ça va bien? Hey, je suis contente de t'avoir. Merci d'être avec nous en studio, Éric Merci à Gravel. toi de l'invitation, honnêtement. Je suis vraiment choyé, je suis content. Je sais encore une radio de Québec, c'est qu'un jour ça va être à Montréal, mais je sens d'avoir plus la tendance à Québec. Les gens doivent être plus sympathiques à Québec. Faut pas que tu oublies que les Backstreet Boys ont été connus en Chine avant d'être connus aux États-Unis. Hein? Oui, exactement. Mais, alors ça, on n'est pas roi c'est dans toujours un notre bel propre pays. auditoire à Québec. J'ai toujours du plaisir à faire de la radio. Oui, puis tu sais que nous, on est worldwide parce que dans le fond, ton entrevue va se retrouver partout sur les réseaux, fait que tout le monde va pouvoir te réentendre. Alors, bienvenue dans le territoire québécois et surtout lévisien parce qu'on est quand même la radio de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. Si je me trompe pas, tu m'as dit que tu voulais me parler de culture aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison? En fait, c'est la culture, mais c'est aussi ce qui se passe un peu avec un peu l'image ou les gens qui veulent tirer les ficelles de leur côté. Je pense qu'on est conscient que tout le monde a un peu de difficulté. Présentement, si on prend les gens qui sont moins bien nantis, il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui ont de la difficulté à arriver. Puis j'ai trouvé ça plate un petit peu ce week-end que les artistes prennent position, comme si eux étaient des victimes, mais que toutes les autres, c'était pas important. Ça fait énormément réagir présentement, puis on ne dit pas que la culture n'est pas importante, parce qu'encore une fois, je ne voudrais pas être pris à propos, que les gens vont commencer à dire « Ah, t'es contre la culture ». Je ne suis pas contre la culture, mais il faut être conscient à un moment donné quand que les gens ont des difficultés et quand c'est généralisé avec beaucoup d'autres personnes, beaucoup de familles, que tu ne peux pas simplement dire « ben moi, j'ai de la difficulté, donc moi, je veux de l'aide, moi, je veux une subvention », parce qu'il ne faut pas oublier toute subvention est payée par le peuple en entier. Exactement. Donc, à un certain moment donné, là, j'ai l'impression que plusieurs tirent les ficelles de leur côté. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis même pas un entrepreneur qui va tirer mes ficelles vers des subventions. Je suis contre les subventions pour les entrepreneurs, en fait, bien souvent, parce que il y a un manque de gestion du gouvernement. Puis le gouvernement mais justement, Éric, je vais te couper la parole, je m'excuse parce que je vais regarder avec toi. Je voulais mettre l'extrait que j'ai trouvé. Je vais juste baisser le volume pour être sûr d'être capable de partir le bon extrait parce que si je ne me trompe pas, c'est vraiment lui. Ouais. OK, on va mettre le son ici parce que c'est extrêmement pertinent. Voyons, pourquoi il ne joue pas? Peut-être parce que je suis en ligne avec toi, On. Ah, c'est dommage. Je voulais mettre l'extrait de la LCN, Difficultés financières des artistes québécois en arrache. Bon, on va oublier l'extrait, là. On va te parler à toi à la place. C'est sûr que moi, plutôt, on pense pareil, Éric, puis on est chanceux, on a une co-animatrice qui ne pense pas comme nous, fait que ça va faire une belle nuance, OK? C'est correct, c'est correct. Mais, tu sais, là, je veux dire... non, mais mon point, c'est... Ouais. Regarde, le gouvernement, à un moment donné, doit se sortir de la gestion, puis moi, personnellement, c'est ce que j'aime du Parti québécois, qui semble vouloir, en tout cas, au niveau des entreprises, ils ont dit vouloir sortir et laisser les entrepreneurs être des entrepreneurs. Et je vois la même chose du côté des artistes. Laisse les artistes être des artistes. Puis on a beau dire, ben, regarde, on prend un artiste américain, par exemple. Pourquoi il arrive à vivre, là, on va dire, oui, ils sont 340 millions, c'est mondial. Et pourtant, on a des artistes au Québec qui ont réussi à faire une fortune dans la francophonie. Naturellement, on pourrait prendre Céline Dion, qui n'a pas été juste en francophonie. On pourrait en prendre plein d'autres qui ont réussi à avoir Bob Bissonnette, il n'a jamais eu aucune subvention. Il n'était même pas invité à Tout le monde en parle, puis il en a vécu, là. Oui. Fait que je pense qu'à un moment donné, puis c'est le bout plate que les gens ne veulent pas entendre. Puis c'est pour ça que je fais le lien avec les entrepreneurs, parce que je ne me mets pas plus dans une bulle que n'importe qui d'autre. Si je suis un mauvais entrepreneur, si je ne suis pas bon dans ce que je fais, je vais couler. Je vais devoir aller me trouver une job. Je vais devoir aller faire autre chose. Oui, non, je sais que les gens ne sont pas d'accord. Mais je vais même pousser ça plus loin. On va prendre un athlète, OK? On va prendre un joueur des Remparts de Québec, un joueur junior majeur qui n'arrive pas à percer dans la Ligue nationale parce qu'il n'y a pas nécessairement le talent. Puis oui, on pourrait spéculer sur il n'y a pas eu les connexions, il n'y a pas eu toutes les injustices qu'il pourrait avoir vécues. Mais au final, il y a seulement les bons qui vont réussir et qui vont s'en sortir. Est-ce que la culture fonctionne différemment? Oui, j'en entends des histoires parce que mais lui, il a des connexions, puis lui, son père est passé avant. C'est la même affaire dans le hockey, c'est la même affaire en tant qu'entrepreneur. Si ton père a passé avant toi, c'est sûr que tu vas avoir une longueur d'avance sur d'autres mondes qui vont vouloir essayer de partir de zéro. Mais au final,
l'imputabilité au Québec de n'importe quel citoyen ne peut pas être toujours sauvée par les Le citoyens gouvernement. parce qu'ils sont plus capables, les citoyens, de sauver tout le monde. À un moment donné, c'est pas me, myself and I, mais c'est on peut pas sauver tout le monde. On peut pas arriver puis pitcher parce que les gens n'ont plus les moyens de payer. Parce qu'à un moment donné, tu as ce côté-là où on dit, OK, le Québec solidaire aujourd'hui, là, c'est tout chaud. Là. Ah, on va aller piger dans les poches des propriétaires d'immeubles. Ils vont se planter avec ça. Ils veulent imposer à 100% le gain en capital des immeubles locatifs. Ça, là, c'est vous, moi, n'importe qui. Ça peut être votre voisine c'est son fonds de pension qui a un petit duplex. La journée qu'elle va vouloir le vendre, elle va être imposée à 100% parce que Québec solidaire, c'est ce qu'ils veulent. Puis au final, ce que ça fait, c'est que tu ne règles pas le problème. Tu ne règles pas le problème de la mauvaise gestion du gouvernement. Puis c'est tout le temps ça qu'on ramène. Peu importe les dossiers qui vont sortir, que ce soit la culture, que ce soit les athlètes qui manquent de financement au niveau des sports. Mais les meilleurs n'en manquent pas. C'est ça qui est triste. Puis à un moment donné, ben, on est juste 40 millions au Canada, puis on est 8 millions au Québec. Fait qu'on peut pas. On n'est pas international comme les Américains sont, exemple, à 340 millions de population, où ils ont des chances de peut-être produire des meilleurs artistes, des meilleurs athlètes, des meilleurs entrepreneurs même, à la limite. Hey, pire Donc, que ça, aux États-Unis, Eric, c'est-tu qui vit dans leur auto qui n'ont pas assez d'argent? C'est les professeurs. Les professeurs vivent sous le seuil de la pauvreté aux États-Unis. Fait que, tu sais, les artistes, puis tu sais, on va écouter la mienne dans quelques secondes parce que je sais qu'elle a quelque chose à vouloir dire. Puis c'est sûr que moi, je suis d'emblée avec Eric parce que j'ai été entrepreneur presque toute ma vie et j'ai jamais été financée. Tu sais, Eric, tu te rappelles, je t'ai déjà appelé à l'époque pour ma ligne de shampoing qui avait un succès fou, mais c'était pas rentable. Je faisais faire au Québec. J'ai-tu appelé le gouvernement? Hey, by the way, mon nom du shampoing, il est en français. J'ai composer les textes en français, puis c'était comme super coloré. J'avais des descriptions très pertinentes, théâtrales un peu. J'ai pas cogné à aucune porte. J'ai juste dit, garde, j'ai tiré à plug. Le produit est extraordinaire. C'est pas rentable, tu sais. Mais si je suis un artiste, dans le fond, si je comprends, puis tu sais, je sais que la mère va dire c'est peut-être saisonnier, ben mon filleul est saisonnier, il tombe de la pelouse, mais il n'y a pas de financement pareil si l'hiver, il tombe pas de pelouse, tu sais. au final, moi, pourquoi j'en parle souvent, je veux dire, je suis pas né d'une famille riche. Ok. Mes parents ont travaillé fort, puis même, on habitait à Saint-Simon, qui est un village, donc il a fallu vraiment s'éloigner. C'est là que j'ai eu même, j'arrivais à maternelle. Après ça, j'ai habité à Longueuil. J'étais allé à Samuel de Champlain. Pour ceux qui connaissent Longueuil, tu avais Adrien Gamache, Samuel de Champlain. C'est les deux pires écoles, dans les pires écoles, probablement même encore aujourd'hui au Québec, parce qu'il y avait énormément de pauvreté. Puis au final, il reste une chose, c'est que le système scolaire est gratuit. Tu as quand même si les gens ne sont pas d'accord, on va dire, il y a des riches, il y a des pauvres, on n'a pas tous les chances égales. Mais le Québec te permet d'avoir beaucoup plus de chances que, comme tu as mentionné, aux États-Unis, où là, tu as vraiment un écart massif entre les riches et les pauvres. Ici, si on recule, moi, je suis né en 77, donc on avait quand même si dans la classe, tout le monde se regardait, il n'y en avait pas un nécessairement. Tu sais, des riches, j'en ai jamais connu quand j'étais kid, où j'allais au primaire, puis tu sais, je veux dire, ton père arrivait avec un véhicule neuf, puis tu étais quasiment comme riche. Là, tu sais, c'était un Québec de travaillants, c'est un Québec de travailleurs. Puis ce que je trouve dommage, c'est qu'on a tous eu, d'une certaine façon, les mêmes chances. Oui, il y a des gens qui naissent avec des handicaps, je comprends ça. Il y a des gens qui vont arriver, ils vont avoir des accidents, je comprends ça. Mais si on prend globalement la majorité de la population, puis là, après ça, à un moment donné, il y a une séparation de ce qui se fait. Il y a des gens qui deviennent comme plus paresseux, des victimes. C'est comme, ah ouais, même moi, si, et puis moi, ça, j'ai fait des mauvais choix. Et c'est là que le gouvernement, à un moment donné, s'est mis à combler ces erreurs-là. Puis c'est ce que j'ai parlé en fin de semaine, l'imputabilité. C'est que si tu as décidé de prendre de la drogue toute ta jeunesse, c'est ton problème. Oui, il y a des programmes sociaux qui sont là, mis en place pour t'aider, mais à un moment donné, si tu ne t'aides pas à sortir de ça, il n'y a pas personne qui va le faire. Puis on le sait que c'est possible. Fait que c'est pour ça que quand je vois les artistes, exemple, de prendre possession du Journal de Montréal avec 15 articles, c'est une après l'autre, après l'autre. Ils en ont publié comme 4 hier, 4 avant-hier. Mais je suis désolé, là, ils vont revoir le retour de l'ascenseur parce que là, ceux qui n'ont pas aimé les mesures pendant la COVID, moi, je les ai suivis, puis c'est correct, puis je respecte ce que les gens ont fait comme choix, mais les artistes étaient sortis. On peut nommer Rachid Badouri qui a dit au monde, fermez votre gueule puis mettez votre masque. Puis tout le monde est sorti. Là, les vidéos commencent à ressortir. Ces gens-là ont une mémoire très longue. Fait que, tu sais, je fais comme... moi. Mais moi, je ne l'avais pas vu, ça. Moi, j'avais même pas porté attention à ça. Ah oui, j'ai été fermée. Écoute, c'était n'importe quoi. Puis j'ai respecté à la lettre les règles. Ouais. Puis, tu sais, je
trouvais que c'était comme scandaleux des gens qui prenaient position quand c'était clairement financé, s'il n'y avait pas de nuances, puis il n'y avait pas d'objectivité. C'est là le problème. Puis, J'ai resté ouvert en tant qu'entreprise. C'est pour ça que j'ai créé BIOS. Quand je l'avais oui, créé je le me rappelle, désinfectant. le désinfectant au citron, le plus beau C'est que pas, tu avais fait. c'est pas de la pub. Là. C'est pas de la pub, j'en vends plus, c'est plus ça. Là, mais, Mais euh, j'aimerais inviter Lamia, Eric, parce que j'étais curieuse de oui. savoir son point de vue. Bon, Lamia, c'est une collaboratrice avec moi. Bon, elle a plein d'expérience dans les RH, elle est coach pour entreprise. Ta perception par rapport à ça, Lamia, en plus, tu as une culture française et Ouais, je québécoise. pense que c'est ça où ça vient beaucoup nuancer. Moi, ça va faire, même si ça fait presque 10 ans que j'ai quitté la France, moi, j'ai mon opinion avec quand même ma vision de France. En tant que Française en tout cas. C'est sûr que nous, la culture en France, ça prend une place extrêmement spéciale. On veut donner accès à tout le monde au niveau de la culture. Puis quand on parle d'artistes, pour moi, c'est l'artiste qui va se produire dans une petite salle de théâtre, qui vont faire des petits shows, des artistes de cirque. Donc je ne sais pas de qui, quand vous parlez d'artistes, est-ce que c'est des gens qui ont plus de visibilité? Oui. Parce que moi, je pense, voilà, mais en fait, moi, je pense à toutes ces personnes. Puis moi, ce que je voudrais aussi au niveau contexte, mon beau-père, donc le conjoint de ma mère, a travaillé toute sa vie dans justement le domaine du théâtre. Et donc, il y a très peu de contrats permanents dans ce genre d'environnement, sauf si tu travailles, par exemple, pour une ville. Donc, lui, il a eu la chance soit d'avoir des petites missions à droite à gauche, ou sinon, tu travailles pour la ville et là, tu es rattaché à un théâtre et là, tu as du travail toute l'année. Mais à travers ça, justement, lui, il a rencontré des centaines et des milliers d'artistes qui, eux, se retrouvaient dans des situations précaires. Parce que oui, je suis d'accord que tu choisis de faire cette filière-là, mais en fait, ça vient aussi avec beaucoup de précarité derrière. Je parle de ma connaissance du secteur en France, où tu n'as pas forcément accès à l'assurance chômage quand tu es artiste, justement. Alors qu'en France, on sait quand même que c'est une nation qui vient quand même beaucoup dans l'aide et l'assistance pour les gens qui n'ont pas de travail régulièrement. Donc nous, la culture, il y a cet aspect de on veut tellement encourager ça, autant du côté des petits artistes. Et d'ailleurs, ça devrait être plutôt les petits artistes qui devraient s'exprimer, parce que je pense que c'est plus eux qui ont des difficultés et qui sont dans la précarité, parce que ça peut être saisonnier, parce qu'on signe un contrat pour telle saison, puis au final, après, ça s'arrête. Mais pour moi, je parle vraiment des personnes qui ne sont pas connues et riches de leur... Tu leur dis plus, tu voudrais leur donner un tremplin une fois, mettons. Ben, c'est pas forcément une fois, encore une fois. Mais trouvez-vous une deuxième job? Ben, Moi, c'est ça ma mentalité, excuse-moi. Là, ça mais... peut être ça, mais après, quand on est... encore une fois, ça va dépendre du contexte de la personne. Il y a aussi la partie en France, c'est que quand je dis qu'on veut donner accès à la culture, c'est que les prix en France sont extrêmement accessibles pour la culture. Puis là, je vais vraiment donner mon point de vue sur l'accès à la culture québécoise, où elle est extrêmement chère. Moi, je trouve que avoir accès à un musée, avoir accès à un spectacle, moi, en fait, des fois, j'aimerais à des concerts. Ici, c'est un luxe, en fait. Et en France, justement, on ne veut pas que ce soit... on veut pas que la culture soit un luxe. Certes, peut-être dans certains domaines, ça peut encore paraître comme pour les personnes privilégiées, mais c'est pour ça qu'en France aussi, on a beaucoup on veut encourager les gens, la jeunesse, beaucoup on veut les encourager à aller voir des musées, à aller voir des pièces de théâtre. Donc on a un ministère de la culture et de la jeunesse en France, parce que pour nous, c'est une place indissociable de donner cet accès. Donc pour moi, les subventions, ça peut être aussi permettre de donner accès à toute personne. Mais là, c'est pas ça qu'ils parlent. Ils parlent de leur salaire, si je ne me trompe pas, Eric. Ils ne parlent pas de l'accès aux jeunes. Les subventions sont en place, donc il faut faire attention. On a un ministère de la Culture aussi, on a tout ça qui est déjà en place. C'est ça, mais je pense que le problème, c'est ce que je vois, c'est quand tu n'as plus de travail, quand tu n'arrives plus à vivre de ton talent, c'est plate à dire, mais je veux dire, un jour ou l'autre, je vais prendre encore un sportif, parce que je considère que le sportif, on va voir, le Centre Bell, c'est des millionnaires, on remplit le Centre Bell, les gens aiment ce type de produit-là, si on peut dire. Il y a des entrepreneurs qui donnent des conférences. Si la conférence, elle n'est pas remplie, puis il n'arrive pas à faire ses frais, est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il y a une subvention qui dit, tu peux continuer à parler, mais les gens ne s'intéressent pas à ce que tu dis? C'est un petit peu là où je vais, on arrête où la ligne de dire, tu as assez de talent pour attirer l'attention des gens? Puis il y a une limitation à ça, c'est pas tout le monde qui peut être... Mais voyons, Lamia,
Parce S'il est que- poche, il est poche. Non, mais c'est pas parce que. En fait, tu peux être un artiste qui a du talent et ça veut pas dire forcément que tu vas avoir un succès planétaire. On parle de talent, c'est ça, on parle de... Oui, mais en fait, pour moi, le talent et le succès planétaire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux être un artiste talentueux, tu peux être un bon danseur, tu peux être un bon comédien au niveau théâtre, tu peux faire des pièces de théâtre sans vouloir forcément être super connu, sans pouvoir être super connu. Ça veut pas dire que t'es poche. C'est ça, là, moi, la différence. Mais s'il est si bon, pourquoi il se trouve pas de job? Mais c'est pas qu'il va pas en trouver, c'est qu'il y a des périodes. Encore une fois, c'est tu Mais vas c'est être- ça, mais tu vas trouve-toi un signer deuxième contrat. emploi. Lamia, j'ai toujours eu Oui, deux, mais c'est trois pas en lien travails. forcément avec le talent. Mais peu importe, c'est ça Et le on- point, on- c'est que... C'est on juste peut ça, prendre c'est la- que on va là, si prendre on la parle traite. de talent uniquement, c'est pas parce que t'es pas talentueux que tu vas pas trouver de travail en tant qu'artiste. Par On va contre, prendre, oui, un- il peut on va y prendre avoir des un phases athlète creuses. olympique. Les athlètes olympiques gagnent des médailles d'or, donc on pourrait même dire qu'ils sont extrêmement talentueux. Ouais. Ils Je n'arrivent parle pas pas des nécessairement. athlètes, là. Je parle vraiment Non, mais des gens dans je la fais nature. un lien parallèle. Je fais un lien parallèle parce qu'un athlète olympique qui arrive puis on s'entend, là, il peut manquer sa fenêtre de succès en une fraction de seconde. On a vu, je veux dire, un saut manqué, peu importe, là, que ce soit, je ne sortirai pas les termes de saut en ski acrobatique ou en patinage artistique ou peu importe, un saut manqué, c'est 4 ans d'entraînement qui vient d'être éliminé d'un coup. Puis le financement, il est très faible. Certains arrivent à vivre de leur sport, puis certains n'y arrivent pas. Puis au final, à un moment donné, il y a une ligne qui doit être, oui, il y a de l'argent qui est réinjecté, mais la ligne doit arrêter à un moment donné à tu as le talent ou tu ne l'as pas. Les joueurs de hockey, c'est pareil. Il y en a qui vont essayer d'aller dans la Ligue nationale, ils ont peut-être le talent, mais une blessure va les empêcher d'aller plus loin. Puis pourtant, c'est pas qu'ils arrivent, ils veulent pas à l'international l'ISA, puis ils vont aller jouer peut-être dans. On va prendre des Alouettes. Les Alouettes, il y a des joueurs là-dedans qui sont obligés d'avoir un emploi quand ils sont hors saison parce qu'ils font 60 000, 70 000 par année, puis c'est pas assez pour payer leur entraînement, leur coach privé, leur Mais ça se agent. peut pas, Lamia, que tu penses pas un peu comme ça. C'est parce que Non, mais c'est ça. je pense Vous qu'on comprenez pense pas- pareil. je pense C'est que ça, vous ouais, c'est comprenez ça. pas ce que je veux dire. Exactement. Je pense que je dis pas qu'il faut pas qu'ils aillent trouver un emploi à côté quand ils ont une période Exact. creuse. Ouais. C'est pas ça du tout. On est au Québec, on Ouais. sait très bien qu'il y a la culture du travail. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais de dire que tu n'as pas de travail parce que tu n'as pas de talent en tant qu'artiste, je suis pas d'accord avec ça. Et tu sais, tu compares les athlètes de haut niveau, hein, parce que les athlètes aux Jeux Olympiques, ce sont des athlètes de haut niveau. Là, on rentre dans une catégorie d'exception. C'est-à-dire que tu prends un pourcentage minime catégorie de personnes qui arrivent à aller à un niveau des Olympiques. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, parce qu'on a le même problème en France, nous, on a des athlètes de haut niveau qui ont gagné des médailles qui ne vivent pas en fait de ça. Ça, pour le coup, c'est pas normal non plus, parce qu'on représente une nation et au final, la nation ne nous aide pas et nous encourage pas. Donc pour moi, tu vois, les athlètes, c'est encore différent parce que c'est pas normal que quand tu es un athlète de haut niveau, que tu représentes ton pays, tu fais gagner de l'argent à ton pays, hein, je suis désolée, tu es reconnu internationalement dans telle discipline et qu'au final, eh ben, tu ne puisses pas vivre de ça parce que là, pour le coup, tu consacres des années et des années de travail. Donc pour moi, les athlètes de haut niveau, c'est même pas la même catégorie que les artistes parce que pour moi, tu représentes une nation, que ce soit à l'international ou même moment que national. Quel endroit tu traces la ligne que Mais c'est ça, j'allais dire. un artiste y a droit et un autre n'y a pas droit? Moi, Parce Lamia, qu'on- je le mettrais on- sur le conseil. Je vais prendre le plus bel exemple, OK? Je pense que, parce que pour moi, c'est. Moi, je le Encore premier une fois, que je dis pas que forcément. Attends, je veux juste terminer Oui, vas-y. mon idée. Je dis pas que forcément on doit donner des subventions à tous les artistes ou à tout le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. OK, Mais parfait. c'est juste garder en tête que il y a de la précarité dans Oui. d'ailleurs tous les milieux, dans tous les milieux. Et ce que je veux mentionner, parce qu'encore une fois, moi j'ai mon point de vue de française, c'est que la culture a une place extrêmement spéciale en France. Et c'est là, peu importe dans quelle ville on va en France, petite, grande, on a vraiment accès à des musées ou des choses comme ça. Donc, pour moi, je dis pas forcément qu'il faut donner 1 million de subventions, des choses comme ça, mais c'est juste le point de tu réussis pas en tant qu'artiste parce que tu n'as pas de talent. C'est un petit peu le discours que vous disiez. En tout cas, c'est comme ça moi que je l'ai perçu. Donc je veux juste ramener que Mais il y en a sûrement quelques-uns dans cette quantité de personnes-là qui pleurent le salaire. Tu sais, il y en a qui c'est précarité parce que, bon, c'est saisonnier, mais il y en a aussi peut-être qui, s'ils ne signent pas de contrat, tu sais, tu regardes American Got Talent, il y a bien du monde qui vont là, puis ils auditionent, puis ils sont pas bons, là. Mais là, non, mais je dis pas. Je suis pas en train de dire que tous les Il y en a, petits mais artistes faut sont pas oublier forcément bons. la Vas-y. masse Extraordinaire. aussi. On est 8 Vas-y. millions aussi. Donc, je vais donner un exemple. Si, tu sais, puis je n'écoute pas les téléromans québécois, OK? Je ne consomme pas ça. Mais à chaque fois que je vois ma femme écouter ça, je dis, comme cette actrice-là était dans l'autre émission que tu viens d'écouter, il y a 1 heure.
Ah oui, mais ça, c'est pas la même émission. Fait que les mêmes acteurs se promènent d'une émission Ça, à c'est l'autre. terrible. Puis, Guylaine puis, Tremblay est partout. non, Moi, je mais à un regarde pas moment la donné, télé c'est leur québécoise, seule je façon comprends. de survivre, puis c'est correct. Mais il n'y a pas de Mhm, mhm. place pour tout le monde parce qu'il y a très peu de shows pour eux. Puis l'exemple que j'allais prendre, c'est angine de poitrine. C'est le plus bel exemple. C'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pas mon style, mais ils sont extrêmement talentueux. Je le vois, je l'entends, je le comprends. Ce qu'ils font, c'est du talent à haut niveau. Puis pourtant, on pourrait dire combien il y a de gens qui les critiquent, combien il y a de gens qui n'aiment pas ça, puis combien il y a de gens qui disent moi, le premier, je n'irai jamais voir ça. À la limite, je trouve Mais ça absurde, mais c'est correct qu'il y a des gens qui aiment ça, mais ils vont avoir un succès international. Mais si tu en amènes un deuxième comme eux, ça va ouais, déjà commencer à être serré dans la place qu'il y a dans ce style-là. mais vous On pourrait parler de, je ne sais pas, quelqu'un qui serait le meilleur joueur de flûte traversière au Québec. Ça serait peut-être la même chose. Le deuxième, on ne dira pas qu'il ne sera pas bon, mais il manque de place. Lamia, il faut que tu saches aussi que dans ces subventions-là, tu sais, Éric, je ne sais pas si c'est dans le même sujet, mais tu sais, je suis allée vérifier sur Internet, là, Éric Lapointe a été subventionné pour la majeure partie de ses albums. Fait que c'est un artiste à succès c'est- qui avait pas besoin de subvention, puis il en a reçu quand même. C'est là Ça, où, ça me dérange. voilà, moi je suis tout à fait d'accord. Et puis on revient à quand on parle d'artistes. Pour moi, vous pensez beaucoup, en tout cas de ma perception, c'est beaucoup médias. C'est des personnes qui sont exposées, qui vont aller plus être dans l'acting. Mais pour moi, Non. artiste, ok. Pour moi, artiste, on est vraiment dans le panel extrêmement large d'artistes. C'est un acteur en théâtre, ça va être un peintre, ça va être. Donc pour moi, il y a beaucoup un panel extrêmement grand dans ce qui rentre dans la culture et tout ce qui est artistique. Ça va être de la danse. Donc pour moi, c'est pour ça aussi. Et je suis d'accord, quelqu'un qui a du succès, et pourquoi est-ce qu'il aurait accès en fait à des subventions? Mais je sais que même dans certaines entreprises, hein, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent extrêmement bien. Mais là, on et ne rentre pas dans les fonctionnaires parce que, écoute, j'y viens Moi, j'ai d'apprendre aimé que... je un pense point même qu'elle pas a aux amené. fonctionnaires forcément, là, des J'ai entreprises aimé un privées point qui que ont tu as droit à des amené subventions tantôt aussi. sur la France. Tu as mentionné l'accessibilité C'est ça. pour les artistes, donc à louer une salle. Ça, j'ai aimé ça parce que il y a quelqu'un qui m'a mentionné, on va prendre un exemple, là, puis ça avait été un sujet que je nommerai pas l'entrepreneur qui en avait parlé l'année passée, mais quand tu arrives sur un plateau de tournage, là, la quantité de gens qui travaillent là, Ouais. pour faire quelque chose que d'autres entrepreneurs, exemple moi, là, je peux prendre mon téléphone, puis là on le voit de plus en plus, on va avoir Louis Le Fou qui fait du streaming avec son téléphone, donc ils sont deux, puis il arrive à créer du contenu qui a plus de visibilité des fois que certaines émissions au Québec. Fait que je crois qu'il y a une certaine forme de clique. OK? On s'entend. Là. C'est pas d'hier qu'on entend parler Dans de les la médias, clique oui. des artistes. Puis si Ouais. t'es in, t'es in. Si t'es out, tu fais pas partie de la gang. Mhm, mhm. Puis il y a énormément d'argent qui est gaspillé probablement dans la gestion de ces spectacles, entreprises, Mhm. émissions de télé. Et peut-être que si ça serait mieux géré, on pourrait dire, hey, on vient d'économiser 10-15 000 ici, on va pouvoir le donner à un autre artiste. Au lieu d'essayer de payer Ouais. des sandwichs, puis du homard, puis tu sais, j'ai déjà été sur un plateau de tournage, là. Mais C'est tu des sais, gros buffets, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup de monde, c'est très luxueux, là. ouais. C'est high style, c'est lifestyle, puis les gens, ben, à un moment donné, t'es dans le clic, ah, tu peux en faire partie, mais Ouais. est-ce qu'on pourrait mieux gérer l'argent puis la donner à plus d'artistes? Assurément qu'on pourrait Ben, faire ça. Puis j'ai aimé ton point là-dessus. c'est ça, parce que moi, je pense beaucoup plus aux petits artistes au Ouais. final. Et effectivement, si tu n'es pas capable de vivre de ton activité toute l'année, puis je sais de quoi je parle, parce que moi, ma business, je suis retournée travailler aussi. Donc voilà, à un moment donné, ta business, elle fonctionne pas aussi bien que tu voudrais. C'est pas forcément que tu n'as pas de talent, c'est que bah, ça peut être saisonnier, encore une fois, ça peut être des occasions ou pas. Mais en tout cas, effectivement, faut peut-être pas uniquement compter sur le gouvernement pour vivre, mais avoir cette nuance de, il y a plein de, et puis d'ailleurs c'est la majorité, hein, faut pas oublier, hein, la majorité des artistes ne sont pas vus, ne sont pas connus en fait, hein. Je pense que ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont le plus de succès, donc c'est peut-être pour ça aussi que la pilule elle a plus de mal à passer quand c'est des personnes, ça peut être ces personnes-là aussi qui s'expriment ou qui bénéficient de ces subventions, mais j'ai pas les chiffres, les stats et tout, mais ce serait intéressant de voir combien au final dans le milieu artistique il y a combien de personnes qui
appartiennent à ce milieu puis qui au final en vivent réellement. Puis je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir cette donnée. Et moi, je pense plutôt à ces personnes-là. Mais moi, c'est mon côté altruiste. Comme je dis, moi, j'ai ma culture française aussi. Ça n'empêche que moi, je suis venue au Québec, c'était pas pour me tourner les pouces, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre. Oui, les immigrants, ils viennent pour les allocations et tout. Absolument pas. On a plein d'allocations en France et en Europe. Faut arrêter de croire ça. Mais je pense qu'il y a le côté culturel qui prime vraiment en France, où on a plein d'événements. La fête de la musique qui s'est passée il y a pas longtemps. Et on veut donner vraiment cet accès. Donc, moi, je venais vraiment avec cette vision Je suis d'accord avec européenne toi. de ça. Mais on va ça faire. reste Ouais. très intéressant quand même, la Mais discussion. on pourrait parler longuement aussi peut-être de la France et des conditions, comment ils viennent chercher énormément dans les poches des riches aussi, vu que les Français quittent. Ah oui. Mais c'est Donc, pour ça. il y a, Oui, il y exact. Les a- il y a- il y entrepreneurs, a ils ça aussi souffrent. qui serait un Ils souffrent autre beaucoup. long débat. Oui. Ah oui. T'as-tu justement, Éric, t'es un entrepreneur asserti, je vais comment dire ça. Tu as beaucoup d'expérience, puis je me rappelle, je t'ai déjà appelé même pour des conseils d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, là, s'il y a un jeune qui nous écoute, comme justement, tu sais, je pense à mon filleul Arnaud, Entretien du Breuil, que lui, il avait un grand succès sur les réseaux sociaux. Il aurait pu dire, je veux devenir influenceur. Non, il est parti de son entreprise, il travaille même hiver et été, il déneige l'hiver et il fait de la tondeuse l'été. As-tu un conseil aux jeunes? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se nourrissent de podcasts puis d'informations politiques, culturelles, parce que même, je sais que Arnaud, il veut s'intéresser plus à la politique parce qu'il trouve que ça ne change pas assez et tout ça. As-tu un conseil à ces jeunes-là par rapport à ça, soit s'ils veulent partir en affaires ou même le parcours scolaire? Le conseil que je leur donne tout le temps, c'est d'optimiser leur temps au maximum. Donc, oui, rester à l'école, c'est important d'aller chercher le maximum de connaissances. Ça peut être jusqu'à l'université s'ils veulent y aller, de vraiment aller s'instruire, d'aller suivre des formations autres que le système scolaire. Donc, il existe beaucoup d'autres formations, que ce soit une formation sur Amazon, peu importe, comme moi, je donne des formations à des entrepreneurs qui ont des entreprises de services puis qu'on les transforme en entreprises de produits, mais il en existe des centaines et des centaines. D'aller vraiment chercher et drainer le système du maximum d'informations et leur temps doit être optimisé à travailler. Je pense qu'aujourd'hui, au Québec, souvent, on a cette culture moi j'appelle ça la culture de la paresse. Donc, on va entendre les syndicats, on veut réduire le nombre d'heures, donc de 40 heures à 32 heures. Les semaines de 32 heures. Puis j'en ai parlé dans le podcast à Hugo Girard, c'est le cadeau le plus empoisonné que tu peux faire à un humain, c'est de le rendre paresseux. Parce qu'une fois que tu es rendu paresseux, c'est très difficile de revenir en mode productif. Puis quand les citoyens commencent à être tous paresseux, un après l'autre, en arrêt de l'autre, on devient une culture de la paresse. Puis là, le gouvernement, quand il commence à récompenser cette paresse, c'est-à-dire moins tu travailles, plus on t'en donne, là, on commence à avoir des problèmes. Mais on sait Et moi, ce que je dis aux jeunes, c'est soyez tout l'inverse de ça. Soyez travaillant. 2, 3, 4 jobs s'il faut. Optimise ton temps. Oui, il y en a que je vais leur dire, tu peux sortir d'un bar, tu peux vivre ta jeunesse, mais moi, si j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir optimisé mon temps de jeunesse. Puis oui, j'ai eu du plaisir, oui, c'était le party, tout ça, mais j'aurais pu probablement plus optimiser. Je travaillais très fort les étés, j'avais 2 jobs, voire même 3 quand je pouvais, puis temps partiel, puis ici et là, puis le reste du temps, c'était let's go avec mes chums. Mais au final, ça va être la seule et unique façon de s'en sortir. Puis je pense que c'est peut-être pas nécessairement pire parce que je recule il y a 23 ans quand j'ai rencontré ma femme. Puis oui, les maisons étaient moins chères, mais les salaires étaient beaucoup plus bas. Je suis rentré pompier à Ville de Montréal à 16$ de l'heure. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ben oui, les maisons ont grimpé, tout a grimpé, les salaires ont grimpé aussi. Mais j'avais 2, 3 emplois tout le temps, puis j'optimisais au maximum mon temps. Puis à un moment donné, ben, tu finis par t'en sortir. Tu finis par prendre le dessus sur le système. Et c'est là que ça devient vrai que quand tu deviens un peu plus riche, puis que tu as un peu plus d'argent, ben, tout ce que tu fais devient plus gros plus rapidement. C'est-à-dire que si tu as un placement et tu mets 1000$ puis tu fais du 10% dessus, ben, tu vas faire 100$. Fait que ton 100$, à la fin de l'année, il est vite parti. Mais si tu as 10 000$ puis tu fais 1000$, là, ça va un petit peu plus vite. Puis si tu as 100 000 puis tu fais 10 000, ça va un petit peu plus vite. Puis un jour, c'est 1 million puis tu fais 100 000. Puis là, tout devient exponentiel. Fait que moi, je parle souvent, je ne sais pas si tu as entendu parler, Kevin Hood, il a été rencontré par tous les partis politiques parce qu'il travaillait comme camionneur, 31 ans, puis il n'arrivait pas à joindre 3 enfants, puis il n'arrive pas à joindre... audio qu'on a entendu qui pleurait, ouais, là. Ah, ouais, ça m'a exact. touché. Bon, mais je lui parle à tous les jours à ce gars-là. Il est super gentil, c'est un super bon gars. C'est vraiment là, Jack of all trades, là, comme tu rencontres sur le bord de la rue ou ton voisin, puis tu jases avec pendant 1 heure.
Il est fin, mon gars, ça n'a aucun sens. Puis, j'ai dit, Kevin, tu as 31 ans. À 31 ans, j'étais à la même place que toi. C'est possible. Mais il va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Il va falloir que tu fasses attention à ta gestion et à ton argent. Il va falloir que tu fasses des choix. Il y a des sacrifices à faire. Mais un coup que tu acceptes ça, ben oui, c'est possible d'arriver à ta retraite à 50 ans, à 55 ans. Tu n'auras pas de moyen de travailler jusqu'à 70 ans. Fait que c'est ce que je donne comme conseil aux jeunes. C'est commencer maintenant, mettez les efforts maintenant, puis mettez les bouchées doubles maintenant. Ça va être beaucoup plus facile quand vous allez arriver avec des enfants à 30, 32, 33. Aujourd'hui, les générations de jeunes vont les avoir à peut-être 35 ans, leurs enfants. Peut-être pas, tant mieux s'ils les ont avant. Je pense qu'on a perdu cette culture-là familiale aussi, malheureusement, mais ça fait Ouais, partie puis à l'époque, moi, mon grand-père, il avait une entreprise, il travaillait 7 jours sur 7, puis je veux pas que les gens aillent là, je veux pas qu'ils s'épuisent mentalement et physiquement, mais sache que la culture de dire que tu peux juste travailler ta petite semaine de travail, puis c'est suffisant aujourd'hui, Ah non, j'ai jamais c'est juste eu un travail. Fait que c'est juste ne pas vivre dans la désillusion. Si vous avez 2 salaires, mettons, puis ça convient, puis c'est correct, mais c'est qu'à un moment donné, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Ça peut être normal, puis ça peut juste prendre d'autres solutions. Puis je crois en tout le monde, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Vous avez plus de compétences puis de pouvoir que vous pouvez même le penser. J'en suis certain, parce que c'est plus facile de gagner plus d'argent que d'en économiser. On recule, là, le fameux film Maurice Richard, c'était dans les années 60, je pense. Tu sais, il était quand même un joueur du Canadien de Montréal, un meilleur marqueur de la Ligue nationale à ce moment-là. Puis il travaillait quand même en usine, puis il déménageait. Puis, tu sais, je veux dire, les temps difficiles ont toujours existé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est amplifié avec les médias sociaux, avec les journalistes, avec tous les médias. Mais ça a toujours été en place. Puis non, il ne faut pas que ça soit une norme. Ça veut dire juste que, tu sais, je veux dire, j'aurais pas travaillé 3 jobs de 20 ans jusqu'à 70 ans. Ça fait aucun sens. Mais je pense qu'il y a une braquette où ce que tu dois mettre l'effort. Puis j'appelle ça le 20-35 ans. Là. Cette braquette-là, -là, tu as 15 ans, là, c'est énorme pour vraiment mettre les bouchées doubles. Puis, oups, finalement, à 35 ans, ta vie va être beaucoup plus facile. Puis là, tu vas pouvoir commencer à profiter puis à réduire un petit peu. Si tu veux, il y a des gens qui continuent. Il y a des gens qui sont encore à Ah, pied puis au il n'est pas trop plancher. tard, Éric. Là, si quelqu'un qui nous Non. écoute puis qui a 42 ans, là, puis qui dit crime, Il j'arrive n'est pas, ben, jamais trop tard. je te dis, mon homme, là, tu peux te partir en entreprise demain matin. Tu sais, je pense à mes clients Bac Mobile là, qui lavent des bacs de poubelle. C'est des entrepreneurs. Écoute, tu peux te mettre à tondre des gazons. Tu sais, il ne faut pas avoir d'ego non plus, parce que tout est sur un piédestal quand tu mets l'attitude avec le service que tu offres. Tu sais, tout est un bon service, tout est une bonne idée si c'est bien amené. Fait que Puis, tu sais, là-dedans, il ne faut pas oublier, il y a des gens qui se séparent. Quand tu te sépares, tu perds la moitié tu sais, si on y va dans un contexte qui est habituel, où tu vas perdre la moitié de ta fortune ou de ton argent ou de tes acquis. Puis j'entends des histoires de gars qui sont rendus à 45, 50 ans, puis ils me diraient que j'ai tout perdu, puis je recommence à zéro, puis il n'est pas trop tard encore. Là, tu sais, je veux dire, tu arrives à 50 ans, mettons, tu dis, je veux prendre ma retraite à 65 ans, il te reste 15 ans. Moi, j'ai bâti mon entreprise, le plus gros de mon entreprise, en 7 ans. Donc, je suis parti de zéro jusqu'à 28 millions. Donc, à un moment donné, c'est possible. C'est pas impossible. C'est juste qu'il faut mettre les efforts. Il faut mettre une discipline en place, comme les gens qui s'entraînent, comme les. Puis que tu sois un salarié ou un employeur ou un travailleur, ouais, pas un entrepreneur, excusez, bien, tu as une certaine forme de discipline pareil. Puis j'entends des histoires que ben, il y a des employés qui arrivent à placer eux-mêmes leur argent en bourse, puis à réussir à faire des beaux gains, puis à continuer, puis à persévérer, puis de s'acheter un premier immeuble à logement, puis de le louer. Puis Malheureusement, la vie est faite comme ça, puis il n'y a rien qui va être donné, si on veut. Puis quand on commence à trop donner, ben ça fait chialer les autres, puis ça ne fonctionne plus. À un moment donné, le système, il s'écroule. Puis on s'en va à ce point-là, puis je pense que malheureusement, on a du talent au Québec, on est travaillant. Puis si on peut mettre ça en place, puis ramener ça vraiment sur la table, puis est-ce que le gouvernement peut inciter les gens à être plus travaillants en leur donnant des cadeaux si tu travailles plus. Puis c'est un peu les mesures que j'avais parlé à un moment donné, puis mon vidéo, on en parle encore et encore. Ce que je disais, bien, le temps supplémentaire ne devrait pas être imposé. Regarde comment que les gens vont réagir avec ça. Ça va être fou, là, la quantité de gens qui vont être prêts à faire du temps supplémentaire. L'entraînement physique et tous les choix santé devraient être donnés des crédits d'impôt. Ça, on a déjà parlé, je pense, avec. J'ai eu la chance d'avoir un. En soin de ta santé, puis. Tu vas coûter moins cher à l'État. Donc, tu sais, fait qu'il y a toutes des choses qui pourraient être amenées. Justement, on aurait plus de budget. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir où on va s'en aller avec la culture, mais c'est important de mentionner, comme Lamia disait, on encourage la culture, mais plus l'accessibilité, de dire qu'on veut juste payer leur salaire. Donnez-nous accès à la culture plutôt. Ça, c'est intéressant que nos jeunes puissent aller. Là, j'ai aimé ton exemple. On pourrait dire, exemple, un nouveau comédien.
ben, commence avec une petite salle de peut-être 50, puis on va te donner peut-être quelque chose pour te récompenser si tu arrives à remplir, mais tu dois faire un bon spectacle, tu dois réussir à remplir ta salle, donc utiliser tes médias sociaux. Puis il y a plein d'humoristes que je vois, moi, euh, Dominique Babin, pour nommer inclus, je le suis sur les médias sociaux, j'ai jamais été le voir en show, mais il est tellement drôle, ces médias sociaux, que je me dis, une bonne journée, je vais aller le voir. Puis c'est un nouvel artiste, il est quand même relativement dans les À nouveaux. Paris, il y a beaucoup cette culture de stand-up. En Oui, fait, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes humoristes qui sont rendus célèbres maintenant en France, qui ont commencé de rien. Dans des petites salles, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est des cafés-théâtres, ça s'appelle, où il y a 20, 30, 50 places à peine. Les gens, ils payent 10 euros la place. Et en fait, il y a plein de gens qui rôdent leur spectacle. Et ça donne qu'après, il y a des gens qui commencent à être connus en combinant les réseaux, effectivement. Parce Mais que les réseaux, c'est fou parce que je sais pas ça si aide beaucoup là. Mais vous en tout cas, conna- on a beaucoup cette culture d'aller dans des petits cafés-théâtres, tu payes ta place presque rien, puis tu vois un artiste qui fait son show, puis c'est dans la soirée, tu peux voir 4, 5, 6 personnes là. Donc c'est ça que je parle, c'est d'accessibilité. Ouais. Et effectivement, les gens, ils veulent réussir, donc c'est ça, ils se donnent du mal, mais est-ce qu'ils en vivent au début? Non, pas forcément. Mais c'est important aussi de ne pas négliger que, bon, moi, je fais de la radio, mais c'est pas pour rien que je filme tous mes épisodes. Vous allez tout retrouver sur YouTube. Je fais des shorts sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, on s'entend. C'est ça la réalité aussi. Fait que, tu sais, tous les artistes devraient aussi être sur les réseaux. Et je pense à Matt Rife. Matt Rife, le stand-up comique aux incroyable. États-Unis. Lui, il était un nobody, OK? Pendant, je sais pas, 3 ans. Il faudrait que je réécoute son histoire. Puis il est venu à Québec, à Montréal, je pense. Puis c'est à Montréal qui a été filmé. Il y a quelqu'un qui l'a filmé. Il s'est mis ses réseaux et ça l'a explosé. Bon, il a une belle gueule, là. C'est sûr, ça l'a aidé, là. Je vois de qui tu L'autre qui a parles. pogné le plus, c'est quand il y a une femme célibataire Ah, les divorcée biscuits. qui a emmené des biscuits, puis ça l'a comme explosé parce que là. Le Saint-Queen, puis tout. Oh, le sein qui faisait quick, là, c'était Je tellement me drôle, mais souviens, oui, j'ai cette vu. vidéo-là, mais après ça, c'est là que là, ça a commencé à. Mais ça n'a pas été juste ça. Il y a un talent. Bien Hey, sûr. Il a été critiqué, il a passé au travers toute la critique. Ils ont essayé quand Netflix est sorti, ils ont essayé de le détruire, de l'amener vers le bas, puis il a réussi à passer au travers de tout ça. Mm, mm. Mais la vie est faite comme ça dans n'importe quoi, puis je veux dire, on ne peut pas tout avoir facile, on ne peut pas tout avoir tout cru, puis je pense que si on arrive avec une culture plus de récompense, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une culture de je peux m'asseoir, rien faire, puis il y a quelqu'un qui va me donner un chèque. Puis Mais ça ça, ressemble-tu à la c'est dictature, à malsain vouloir aller vers pour ça? n'importe qui. Tu sais, ça ressemble-tu à aller justement vers, inquiète pas, on va payer tout pour toi. Donne-nous, tu sais, on va prendre ton salaire, puis on va donner des chèques, puis on s'occupe de tout. C'est nous déresponsabiliser. Ça, j'aime moins C'est un ça sujet aussi. qui a longtemps été évité, puis qui est encore évité. On pourrait parler de l'aide sociale, là. Oui, on peut. Encore une fois, moi, quand je parle de ces sujets-là, j'élimine ceux qui ont des incapacités à travailler. Euh, Puis des fois, les gens vont me dire, ah, mère monoparentale. Non, 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 non. Je suis désolé, là, mais on pourrait prendre nos grands-mères qui ont élevé les enfants tout seuls, fait que c'était quasiment une mère monoparentale, là. Puis Ben, ils en élevaient 16, là, tu sais, c'était pas un ou deux, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on vit dans cette culture de, ah, c'est difficile d'avoir des enfants. Moi, j'en ai 3, puis ma femme, elle est à la maison, puis j'aurais pas fait sa job en aucun temps. mm. C'est difficile comme travail, mais je connais plein de gens qui sont monoparentales, hommes ou femmes, puis ils travaillent, puis ils arrivent à s'en sortir. Mais l'aide sociale, à partir du moment que tu vas leur dire, hey, sais-tu quoi, tu vas peut-être aller passer le balai dans les rues, puis tu vas aller nettoyer peu importe les bâtiments publics ou des choses comme ça. Check bien comment il y en a qui vont décider d'aller travailler finalement parce qu'ils vont aller chercher un plus gros chèque en ayant cherché vraiment réellement un travail. Fait que, tu sais, à un moment donné, de juste laisser les gens comme vivre leur vie sur l'aide sociale, je pense pas que c'est une solution non ben, ça plus. prendrait juste encore là Puis, des gens tu sais, qui ont vraiment un panel, un filtrage, parce qu'il y en a vraiment Oui. qu'il faut qu'ils l'aillent, puis il y en a d'autres qu'il faudrait vraiment pas qu'ils l'aillent. Mais encore là, ça prendrait des gens qui prennent le temps, puis ça prendrait de l'argent pour débloquer ça. Mais bref, c'est un autre dossier, comme tu dis. Ouais, mais Hey, il faut c'est faire un autre attention à dossier. Puis parler. À quoi? vas-y, Ouais, excuse. parce que là, je sais pas, monoparental et mère au foyer, pour moi, on est sur deux choses différentes, hein. Mère au foyer, ça veut dire qu'elle dépend complètement du salaire de son mari. Oh, ça arrive pas souvent, ça, mais oui, je Mais comprends. ça arrive quand même. Oui. Il y en a de moins en moins au Québec, là. Mais Il y a ça reste que Oui. il y a des femmes qui mettent. Et après, quand ces femmes, prenons cet exemple où, admettons, le mari, parce que ça arrive encore dans beaucoup de foyers, le mari gagne 1,5 fois, 2 fois plus que la femme, et que la femme, soit elle a mis sa carrière de côté pour élever les enfants, ou soit qu'elle avait elle a un salaire minimum parce qu'elle n'a pas forcément eu la chance de faire des études ou quoi que ce soit, et que là, elle se retrouve en monoparentalité, bah, tu sais,
c'est un peu... Tu sais, je comprends que tu as des idées bien arrêtées, mais pour moi, il y a toujours un discours de nuance à faire. Moi, j'ai été mère monoparentale pendant des années, puis moi, j'ai eu de la chance parce que je gagnais plus que mon ex-conjoint. Donc moi, j'ai pas eu de problème de financier. Et je dirais même plus que quand je me suis séparée, ça c'est un autre phénomène de société, quand je me suis séparée, j'ai même mieux vécu que quand j'étais en couple. Mais ça, c'est connu que la femme célibataire, statistiquement, est plus heureuse que la femme mariée. Ça, Ouais, mais là, on parle vraiment des finances. Là. Ah, OK. Moi, je me suis Même au enrichie niveau des en me finances, séparant. moi, à chaque fois que j'ai parlé de ce sujet-là, j'ai pas des idées arrêtées. Je suis capable de faire une distinction entre une situation et une autre. Mais j'ai beaucoup plus de mères monoparentales qui se battent puis qui sont prêtes à aller chercher plus que de ceux qui sont en mode moi, je vais attendre le chèque. J'ai énormément, à chaque fois que j'ai parlé, j'ai jamais été insulté par une mère monoparentale qui me dit, puis j'attaque pas les mères monoparentales, je veux juste dire, Ouais. je ne crois pas que si on prend, par exemple, un bassin de 100 mères monoparentales, puis il y en a 90 qui travaillent là-dessus, les 10 autres, vous faites quoi? C'est ça mon point. Puis je pense qu'on est bien plus dans les 90 qui travaillent, puis qui C'est se pour ça, donc débrouillent les avec... aides sociales, encore une fois, amener une nuance de... Mais à la base, les aides sociales sont calculées aussi sur les revenus de la maison, du foyer. Donc après, il y a déjà un filtre qui se fait, entre guillemets, parce que c'est fait en fonction de combien tu vas déclarer aussi aux impôts. Donc les aides sociales ne sont pas égales pour tout le monde non plus, et heureusement d'ailleurs, parce que forcément, quand on gagne 100 000 et quand on gagne 20 000 et quand on a un enfant ou 2 ou 3, on n'a pas les mêmes aides non plus. Donc, il y a Imaginez aussi... la logique, je vais vous mettre un lien qui n'est pas un lien, mais je vais juste vous faire Ouais. quelque chose que moi, dans la société, il me frappe tout le temps. Vous prenez une personne âgée qui a travaillé toute sa vie pendant 40 ans, pendant 50 ans, elle paie encore de l'impôt à la retraite, Eh, En OK, sur France son aussi? fonds de pension, Ah ouais? pendant que quelqu'un à l'âge de 25 ans, assis sur ses fesses, à ne aïe, rien aïe. faire, qui reçoit le chèque de l'aide sociale qui est payé par ces mêmes impôts-là. On ne peut pas faire un lien direct parce que c'est l'impôt général, Non, c'est ça. mais voyez-vous l'effort public que les gens doivent mettre, puis qu'il y a quelqu'un qui est en retraite, qui a mérité sa retraite, qui a travaillé toute sa vie, puis on le sait que dans ces générations-là, qu'on prenne les années 70, 80, 90, les gens étaient très, très, très travaillants. Il n'y en avait pas d'autre choix. Puis au final, aujourd'hui, ils veulent juste profiter de leur retraite. Moi, je serais bien plus à dire, sais-tu quoi? Tu ne devrais plus avoir d'imposition Mais sur les fonds non. de pension. Profitez de votre retraite, profitez de votre argent bien mérité. Ça, c'est à vous. On devrait prendre soin de nos aînés à 100%. Ils ont mérité, puis jusqu'à ceux qui sont à leur dernier souffle, ils ont tous mérité ce qu'ils ont eu là. Puis quand je vois des gens qui sont paresseux puis qui se plaignent, puis Mm. justement, hey, je veux un chèque, c'est les aînés qu'on devrait aider en premier, non pas un Mais artiste, je pense quelqu'un que sur l'aide sociale ou peu importe. On a plus de temps Ah, pour... ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Pour Là, moi, ça reste une minorité, ces personnes-là. Mais, c'est une mérita, puis ça, là, on n'a plus le temps. On défonce un peu, puis ça On ne dérange pourrait pas. faire On 15 va en heures de reparler. débat. Mais un autre débat aussi, c'est que faudrait filtrer les salles d'attente d'hôpitaux aussi. Parce que c'est pas normal que quand c'est Star Academy, il n'y ait pas un chat, puis quand c'est pas Star Academy, il y ait du monde. OK? Alors, sur ce, Éric Gravel, on se revoit lundi prochain. On y va avec le flot de l'actualité. Aujourd'hui, c'était la culture. On a parlé de beaucoup de choses, toujours très intéressant. C'est le fun d'avoir une nuance. Merci, Lamia, de ton intelligence, de tes connaissances et de ton ouverture d'avoir des opinions différentes. C'est ça qu'on veut aussi au fameux show du retour en remplacement. Vous avez été tout le monde à CJMD. Éric, on te suit sur Facebook majoritairement. C'est pas mal là que ça se passe. Je dirais tout mon contenu Exact. est sur Facebook. Ouais. Éric Gravel est sur Facebook. Si vous ne le suivez pas déjà, ça me surprendrait, vous allez pouvoir aller vous abonner à sa page. Il y a déjà aussi Éric Gravel 2.0. Ça va être intéressant de le suivre. Vous allez pouvoir retrouver le balado de cet épisode sur le site CJMD ou sur mes plateformes Priscilla Audet ou le fameux show aussi sur YouTube. On va dire bye à Éric. On va faire un mot de la fin pour moi puis Lamia. Un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine Merci. sans Bonne faute. soirée. Éric. Bye Salut bye. tout le monde. Merci, Bye. Hey, super intéressant, Lamia, ta perception, ta vision d'une autre culture, mais en même temps, comme on dit à chaque épisode, t'es vraiment canadienne parce que je fais la blague, t'as passé tes examens. Oui. Tu connais plus de choses que moi du pays. Aujourd'hui, si tu avais un mot de la fin, on a parlé de procrastination dans ta courte chronique. Ou qu'est-ce que j'ai envie de te demander? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui du show du retour? Avec quoi tu repars comme information? Oh, beaucoup d'informations, mais c'est intéressant. Je me rends compte que même si ça fait 10 ans que je suis au Québec, puis je m'adresse aux Québécois puis aux immigrants, même si ça fait 10 ans que je suis au Québec, puis je retourne pas forcément régulièrement dans mon pays d'origine, j'ai encore beaucoup de choses culturellement ancrées
en moi qui vient de mon pays d'origine. Moi, je suis arrivée, j'avais plus de 35 ans, donc j'ai vraiment born and raised en France. Et je me rends compte que c'est encore très ancré en moi, même si ça fait 10 ans, et qu'il y a des choses que j'adore dans la culture québécoise et que il y a des choses que je déteste dans la culture française, dans plein de choses. Et c'est là où je me rends compte que je suis encore tiraillée entre... Il y avait plein de choses que j'étais d'accord avec vous, puis il y a mon cœur de Française qui me disait « Ouais, mais en France, on fonctionne comme ça. » Donc, c'est ça, l'immigration aussi, c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, c'est rappeler qu'on est toujours déchiré entre effectivement, il y a plein de choses qu'on adhère dans ce pays, puis c'est pour ça qu'on y reste aussi longtemps. Et en même temps, il y a notre passé culturel, d'origine, qui nous ramène aussi à des contradictions vraiment profondes. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse au final. Je pense que c'est bien de parler avec des personnes qui ont des points de vue différents. Un entrepreneur, c'est sûr, versus moi, mère monoparentale qui a fait l'immigration, on n'a pas le même point de vue. Même si j'ai mon entreprise, c'est ça, on est quand même dans des situations différentes. Donc, puis les auditeurs aussi qui nous écoutent ont aussi des perceptions différentes. C'est des employés, c'est des employeurs, c'est des entrepreneurs, c'est des gens aux études. Alors, ça a été un grand plaisir de t'avoir, Lamia. Tu as été dans le fameux show du retour en remplacement. Je vais être avec toi jusqu'au 16 juillet, du lundi au jeudi, de 15h15 à 17h15. Tu as écouté Priscilla Audet. Je t'invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Et tu as Lamia aussi que tu peux aller ajouter sur LinkedIn et Facebook, je crois. LinkedIn plus, ouais. Et ton nom de famille, c'est Messick. Messick, M-E-S-S-I-K-H. Merci, Lamia. À la semaine prochaine. Bye. Vous écoutez Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. 969fm.ca. Demandez à Alexa. Plancher mur à mur, c'est une histoire de famille depuis 1974 à Lévis. Et là, on déménage au 315 Taniata, dans une bâtisse toute neuve. On cherche quelqu'un de fiable, autonome, prêt à gérer l'entrepôt, préparer les commandes et faire de la livraison. Faut aimer bouger. Ici, ta job, c'est du CrossFit payé. Permis de classe 5 requis. Une équipe jeune, dynamique, qui aime rire, t'attend. Poste